Bonsoir monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir, votre programme vespéral sur Info TV, la chaîne de proximité. La grande une de Le Messager, le quotidien privé paraissant au Cameroun, le journal de Feu Plus Ndiaoué fait débat aujourd'hui encore. Il s'intéresse à une, vous le verrez pendant ce programme justement, que la Léké serait encore demandeuse après le choix du président de la République de nommer quelqu'un d'autre comme procureur général et non un fils de la Léké. On semble être indigné de ce côté. Certains semblent être considérés le département de la Léké comme faisant partie des oubliés, des arcanes du pouvoir. La Léké peut-elle, doit-elle se plaindre? Et dans la suite, un analyste sociopolitique, un politologue d'ailleurs, a proposé une liste des fils de la Léké étant aux affaires, comme pour dire qu'il n'y a pas de raison que la Léké soit en train de réclamer un peu plus au président Paul Biya. Mais le débat ce soir va parler justement de promotion au Cameroun avec la politique des quotas et de l'équilibre régional. Est-ce que finalement on peut mettre fin à cette politique de quotas et d'équilibre régional dans la promotion ou dans les entrées dans les grandes écoles dans notre pays? Peut-on faire autrement? On va en parler avec nos invités. On aura des analystes sociopolitiques, enseignants. On aura également des acteurs de la scène politique, du RDPC ou de l'opposition. On aura également quelques journalistes pour débattre de ces questions ce soir. Alors, on comprend bien que certains tardent encore à arriver, mais les plus âgés sur la fiche d'invitation sont déjà bien installés. Je ne sais pas s'il y a une interprétation à en faire. Franklin Sambou, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Merci de m'avoir convié à ce rendez-vous qui ne fait qu'aller de l'avant. Le Grand Soir, une émission qui est écoutée tant nationale qu'internationale. Et bonsoir aux milliers de téléspectateurs du Grand Soir à travers le monde. Et nous osons croire que nous serons à la hauteur des débats de ce soir. C'est un plaisir de vous avoir ce soir, Franklin Sambou. Je rappelle que vous êtes par ailleurs enseignant. Bien évidemment, enseignant, comme ça fait la 19e année que nous tenons la craie. On a encadré des milliers d'élèves et d'étudiants, parce que même dans le supérieur, nous encadrons des étudiants en filière communication des organisations, gestion et management hôtelier, et c'est certains de journalisme dans certaines disciplines, dans l'Institut supérieur de la place. Merci beaucoup d'être des nôtres ce soir, tout comme Benoît Feudieu, qui est un acteur politique sur le terrain également du Collège des communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je dis sur le terrain parce qu'il est conseiller municipal. Benoît, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, et bonsoir aux co-discutants. Et en attendant, comme vous l'avez si bien dit, que les plus jeunes arrivent. C'est un peu ça, ce monde que nous vivons. Je pense que vous voulez dire que les jeunes ne sont pas très disciplinés. Ils viendront nous dire si vraiment ils sont prêts à assurer la relève. Vous commencez à faire une interprétation directement, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui coche. Si on a un rendez-vous avec les cadets, que chaque fois, parce que alors ce sont des choses qui arrivent à répétition, on trouve toujours que les aînés sont plus assidus et plus ponctuels. Alors, qu'est-ce que les jeunes veulent en réalité? Ils doivent faire un effort. Ils vont certainement nous retrouver d'une minute à l'autre. Tous envoient des messages pour dire qu'il y a des bouchons, un peu d'embouteillage. Nous sommes le 25, généralement. Oui, c'est vrai. C'est le salaire, c'est jour de paye. Oui, c'est vrai, jour de paye. Tous les véhicules sont dehors. C'est serré. Nous-mêmes, là, tout à l'heure, avant d'arriver ici, on a dû emprunter des chemins pas évidents là pour pouvoir nous retrouver ici. C'est juste que nous maîtrisons la ville et on connaît à quel niveau c'est plus ouvert et à quel niveau c'est plus fermé. Mais ce n'est pas une raison de justifier le retard. Parce que je dis souvent aux élèves et aux étudiants. Oui, je dis souvent aux élèves et aux étudiants, votre retard doit être accidentel. On ne doit pas faire de vous, le retard ne doit pas être dans vos gènes. Il faudrait que le jour où vous arrivez en retard, on se rende compte que qu'est-ce qui n'a pas marché. Pas le jour où vous êtes ponctuel, on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Donc le retard devrait être accidentel, Jean-Jacques. Bon, bravo à vous qui êtes déjà là. Je vais vous proposer juste à l'heure de prendre un verre d'eau en saluant notre partenaire
l'eau minérale Bonis, qui nous accompagne désormais sur ce plateau. Merci de la confiance que vous faites à nos différentes émissions. Monsieur, vous prenez un verre d'eau et on se retrouve après. Naturel sans additifs est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Retour sur le plateau de Le Grand Soir, édition de ce 25 novembre 2025. Il y a de cela quelques heures ou quelques minutes, s'est retrouvé sur les réseaux sociaux une vidéo venant de l'école supérieure des sciences techniques de l'information et de la communication ESTIC. J'en parle parce qu'on a un enseignant, un encadreur politique également sur le plateau. Je vais vous proposer d'écouter la vidéo et puis on dira un mot après. C'est le directeur de l'ESTIC qui s'exprime au sortir des soutenances de quelques candidats. Vous l'écouterez attentivement et vous donnerez votre point de vue. On écoute la vidéo. Si je vous renvoie comme vous le mériteriez, vous reviendriez après 15 ans. C'est une perte de temps. Le jury a donc décidé de vous appliquer à titre exceptionnel une extrême indulgence en vous donnant la note de 10 sur 20 en rapport de stage. Mais j'indique bien qu'il ne le mérite pas, ce rapport. Vous auriez mérité 5 ou 6 sur 20. Mais nous vous le donnons, nous vous la donnons cette note pour nous débarrasser de vous, pour ne plus avoir à vous retrouver sur notre chemin à l'école. Parce que vous n'êtes pas un étudiant mauvais, vous n'êtes pas moins doué que d'autres. Mais vous n'avez pas le cœur à faire l'école, mon fils. Je me souviens avoir connu votre père, c'était quelqu'un de sérieux. Alors, faut-il en rire ou en pleurer, Franck Pessambou? Vous êtes enseignant. Lorsque vous écoutez le directeur de l'ESTIC, qui a choisi avec le jury de donner quand même la note de 10 pour se débarrasser de cet étudiant, parce que son rapport de stage méritait 5 ou 6, mais on lui donne quand même 10 pour qu'il ne se retrouve plus sur son chemin. Jean-Jacques, il faut d'abord faire comprendre aux téléspectateurs ce qu'on entend par rapport de stage. Oui. Parce qu'en réalité, ces étudiants qui sont à l'ESTIC ou bien dans ces écoles de BTS, de licence professionnelle, à la fin de leur formation ou bien pendant la formation, ils doivent mener des stages académiques dans des structures de la place. Oui. De leur choix, en réalité, de leur choix, ils peuvent postuler dans plusieurs structures et à la fin, une structure peut les retenir. Maintenant, dans le planning académique, les stages vont entre 2 mois et 3 mois. Ça dépend de 2 mois et 3 mois. Oui. En réalité, et après 2-3 mois de stage, pendant le stage, vous avez un encadreur professionnel. Donc, qu'on peut appeler parfois dans le jargon populaire au quartier, votre maître de stage. Oui. Celui comme on peut venir à Info TV et votre l'encadreur c'est Jean-Jacques Zé et chaque fois Jean-Jacques Zé donne la conduite à tenir. Le stage terminé au niveau de Info TV, l'étudiant doit rentrer dans l'école, dans l'école où il fréquente normalement. Et en ce moment, il continue maintenant avec son encadreur académique qui le suit. Logiquement, un étudiant qui a mené parfaitement son stage de bout en bout, c'est-à-dire du premier jour jusqu'au dernier jour, parce qu'il y a une méthodologie de rédaction du rapport de stage. Il y a des étapes à suivre. On vous dira par exemple qu'à la première partie parle de la présentation de l'entreprise. L'entreprise c'est Info TV. Il revient à cet étudiant de présenter l'entreprise où il a effectué le stage. Ça, c'est le premier chapitre de la première partie. Au deuxième chapitre, il parlera du déroulement du stage. Comment est-ce que le stage s'est produit où il a travaillé. Maintenant, la deuxième partie parle des problèmes rencontrés pendant qu'il menait le stage à Info TV. Quelles sont les difficultés rencontrées, quoi. Il prend un problème là-bas et il fait de ça un thème de son rapport de stage. Maintenant, nous avons eu encadré des étudiants. Il y a plus d'étudiants en communication des organisations, en management hôtelier que nous encadrons chaque année dans ce sens. Maintenant, si on a un étudiant on ne parvient même pas à donner 10, comme dit le directeur de l'ESTIC. Oui. Il y a deux choses. Première chose, c'est que ce garçon n'a pas fait le stage. Ça, parce que logiquement,
un étudiant qui a fait le stage ne devrait pas avoir de problème pour rédiger un rapport de stage. Deuxième chose, il ne vient carrément pas à l'école. Il ne vient pas à l'école. Parce que ceux qui viennent à l'école, dans chaque institut universitaire, il y a une bibliothèque. Et la plupart de ces rapports de stage-là, il y a déjà du... Ces rapports sont classés là-bas. Sont classés, il y a déjà les consulter. Oui. Si c'est la cause, vous allez voir un rapport qui parle de cause, ça pourra vous orienter dans le cadre de votre rapport. Ça veut donc dire que c'est un étudiant qui carrément ne vient pas à l'école. Et alors, on doit s'interroger, comment a-t-il fait pour entrer à l'ESTIC? En réalité, il faut se poser la question, comment a-t-il fait pour entrer à l'ESTIC au point de ne pas pouvoir avoir 10 à un rapport de stage? Le rapport de stage n'est pas la soutenance d'un mémoire. Parce que là, il faut faire la différence, le distinguo entre le rapport de stage et la soutenance d'un mémoire. Donc, voilà. C'est quand même surprenant. C'est très surprenant. Oui. Alors, on décide de lui donner quand même 10. Il parle d'une note exceptionnelle, même à titre d'indulgence, qu'on attribue 10 à ce monsieur, à cet étudiant qui n'en méritait pas du tout. Pourquoi ne pas le faire échouer simplement, Benoît Feudieu? Oui, Jean-Jacques, ça me touche au plus profond parce que dans une autre vie, j'encadre également les étudiants. Oui. Et vous savez, 10 déjà, en termes de rapport de stage, c'est zéro. C'est zéro. Oui. Vous n'avez rien fait. 10. Au-delà même de l'indulgence auquel le directeur fait allusion, 10, ça ne représente rien. Bon, maintenant, je voudrais dire ici que les causes sont multiples. Cela peut relever de la simple paresse ou encore de cas d'absentéisme des étudiants qui ne prennent pas part, comme l'a dit le copanéliste, normalement à son stage. Mais je disais que ce que nous rencontrons aujourd'hui dans la scène éducative est assez complexe. Parce que par moment, vous recevez même ce rapport-là, parce que même si le directeur n'a pas tout de suite donné les différents éléments qui attestent la nullité de l'étudiant. Bon, ça, il ne l'a pas dit, mais je l'emprunte cela. Alors, même s'il ne l'a pas dit, on a très souvent des étudiants qui vont bien faire le stage, qui sont présents, mais qui sont incapables de rédiger le rapport. Ils sont censés être accompagnés par les encadreurs sur le terrain, mais également au niveau de l'école. Bien sûr, vous mais avez un encadreur à l'école qui vous suit. Qui vous suit. Malgré cela, vous recevez des rapports où vous allez voir des manquements même sur l'orthographe, sur la grammaire, même sur la syntaxe, à telle enseigne que vous vous posez la question, mais comment, qui a pu rédiger un truc de ce genre? Alors, si vous prenez déjà un rapport que vous lisez et qui ne correspond d'ailleurs à rien, qui ne vous donne même pas l'envie de lire et de comprendre qu'est-ce qu'il veut, quels sont les problèmes qu'il a rencontrés ou quels a été les éléments qu'il a rencontrés nouveaux ou habitués sur le terrain, vous ne pouvez pas avoir la possibilité de l'évaluer. Parce que en ce temps-là, entendu que quand le rapport vient, l'encadreur sur le terrain a aussi son rapport qu'on reçoit. Donc, moi je dis, ça ne peut pas être très surprenant, mais il faut tout simplement qu'on revienne sur l'orthodoxie éducative. Parce qu'en fait, il y a une tricherie qui a envahi les jeunes aujourd'hui. À telle enseigne que même le parent, quand il reste, il est seulement fier de voir que l'enfant, qu'on a donné les résultats de l'examen et que l'enfant a été reçu. Il ne cherche pas à rendre, n'est-ce pas, la réussite de l'enfant cohérent à son évolution à l'école. C'est-à-dire, tout pour le parent, c'est qu'il a réussi. Tout pour le parent, c'est qu'il a réussi un concours qu'on ne peut encore expliquer ou comment. Parce que normalement, les écoles qu'on entre sous concours, on est supposé avoir le niveau. Un bon niveau. Oui, de faire le minimum. Parce que je vous le dis que 10, c'est un zéro.
10 ne veut rien dire. Dans un rapport, Moi, si vous voulez, un rapport de si vous, stage. même dans votre structure où vous dirigez, Monsieur Jean Jarzé, vous ne pouvez pas recruter un étudiant qui vient avec un rapport de stage de 10, parce que 10 là va même compromettre tout, parce qu'en fait, tout ce qu'il aurait eu du côté de l'écrit, ça va plus, ça va tout. Donc, alors pour dire pourquoi, tout pourquoi ne simplement, pas le recaler? bon, Parce que le directeur lestique dit, ok, on te donne ces 10 pour que oui. tu ne reviennes même plus. On ne veut même plus on veut se croiser sur notre débarrasser chemin. de Oui. toi. Bon, c'est vrai qu'il y a un contraste quand même à ce niveau, parce que est-ce C'est un mauvais qu'on produit a qu'on est en train besoin... de lancer sur le marché. C'est un mauvais produit qu'on est en train de lancer, si bien même on l'a lancé, parce que, en fait, je crois que les 10 là permettent tout simplement qu'il arrive, au lieu d'aller sur le terrain journalistique, qu'il aille faire la sauvette au marché. Ce n'est Donc pas pour... peut-être, on ne l'a pas envoyé vraiment. Je ne sais, comme je le dis, une structure qui mène l'enquête pour recruter, ses employés ne pourraient pas recruter un tel personnage. Mais je dis quand même que à un moment donné, bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un chef d'établissement peut ne pas retenir un étudiant. Ça peut être parce que peut-être son âge ne permet pas. Ça peut être parce qu'il devient dans la limite encombrant. Vous savez que à un moment donné, on dit que la paresse contamine. Hein? Ouais. Ou si vous avez un autre élément totalement inutile dans une salle, dans un campus, il peut vraiment. Alors, nous sommes à l'estique, donner ça un veut dire mauvais 3e image. année. Oui, oui. Minimalement 3e année. Il doit faire et il propose ce qu'il propose là, et on lui dit, ok, vraiment, on va te laisser passer parce que vraiment, tu ne mérites même pas. Mais on te laisse passer pour que on se débarrasse de toi. Est-ce que ce n'est pas facile, ça aurait peut-être facile de le recaler ou de le renvoyer? Parce que le directeur dit bien, d'ailleurs, vous allez nous recaler l'extrait tout à l'heure, qu'au lieu de le renvoyer comme il mériterait d'être renvoyé, on préfère te donner 10 pour qu'on se débarrasse de toi. Bon, en réalité, Jean-Jacques, il y a plusieurs raisons. Si on prend le cas du rapport de stage, le rapport de stage représente, si je prends les cadres des BTS ou bien des licences professionnelles, le rapport de stage représente... Alors là, on a moins- Franklin, Franklin Oui, Sambou, c'est oui, pas Franck Martial oui. Fomo qui vient lui d'arriver. Oui, Là, on a Franklin Sambou. le rapport de stage représente en moyenne pour ne pas dire 1/5 de la formation, donc la présentation du rapport. Parce que si on prend, parfois c'est 2 crédits. 2 crédits. Dans le cadre des autres crédits, dans le cadre, je ne dis pas du rapport de stage. Donc, au vu de cet angle-là, le directeur de l'ESTIC peut supposer que si le rapport de stage ne représente que 2 crédits, sur en moins 30 crédits, que l'évaluation finale est supposée donner, c'est que c'est un élément. Maintenant, parce que on peut aussi avoir parallèlement, il faut l'expliquer, on peut avoir quelqu'un qui a une bonne présentation au rapport de stage. Je ne sais pas vous donner celui-là qui a 10, qui présente un rapport de stage à 17, 18, 19, mais à l'arrivée, il échoue. À l'arrivée, il échoue parce qu'au niveau des matières, des UE, il ne parvient pas à bien rédiger. Or, celui qui a eu 11, 12, à l'arrivée réussit son examen avec mention assez bien, mention bien. Or, celui qui a soutenu avec 16, 18, n'a pas réussi, ou alors a réussi à une mention passable. Ça peut être les raisons pour lesquelles le directeur de l'ESTIC Mais le rapport de stage montre quand même que tu étais en entreprise et tu n'as pas été sérieux en Oui, oui, entreprise. oui. Tu peux être, avoir de bonnes notes. Parce qu'il faut à l'école. oui, en réalité. On te met en contact avec le milieu professionnel pour lequel tu es destiné. Et là, on se rend compte que tu n'as pas été sérieux du tout. Oui, c'est même en fait ça le problème, parce que c'est vrai que parfois le rapport de stage ne représente que 2 crédits, comme dit le cours du scrutin, mais il faut relever son importance. Parce que dans une école professionnelle, comme l'ESTIC, si le rapport, parce que le rapport de stage, je l'ai dit tantôt que, en dehors de ce que l'étudiant lui-même rédige, il y a aussi le rapport de l'encadreur. Et que tout cela est mis ensemble Une pour fiche que de le jury notation de puisse l'encadreur, oui. travailler. Si déjà on arrive à ce niveau de la critique, ça veut dire que même le retour de l'entreprise n'a pas été ça. Et là, ça devient un étudiant, je ne veux pas être trop grossier, mais je vais quand même dire qu'il est inutile. Parce qu'on forme un professionnel pour aller sur le terrain. Il va sur le terrain et il restitue un rapport qui ne présente pas quelque chose de précis qu'il a fait sur le terrain, qui est peut-être un rapport vide, à tel enseigne de soulever, n'est-ce pas, le courroux du directeur à ce niveau. Je pense que un enseignant ne réagit pas comme ça gratuitement.
D'accord, on va permettre à Franck Martial Fomo, qui nous a retrouvés, d'écouter également cette sortie du directeur de l'ESTIC, et puis il va réagir après. On repropose cet extrait pour qu'on soit tous au même niveau de compréhension. Si je vous renvoie comme vous le mériteriez, vous reviendriez après 15 ans. C'est une perte de temps. Le jury a donc décidé de vous appliquer à titre exceptionnel une extrême indulgence en vous donnant la note de 10 sur 20 en rapport de stage. Mais j'indique bien qu'il ne le mérite pas, ce rapport. Vous auriez mérité 5 ou 6 sur 20. Mais nous vous le donnons, nous vous la donnons, cette note, pour nous débarrasser de vous, pour ne plus avoir à vous retrouver sur notre chemin à l'école. Parce que vous n'êtes pas un étudiant mauvais, vous n'êtes pas moins doué que d'autres. Mais vous n'avez pas le cœur à faire l'école, mon fils. Je me souviens avoir connu votre père, c'était quelqu'un de sérieux. Voilà donc qui est clair, propos de François-Marc Mozom, le professeur François-Marc Mozom, le directeur de l'ESTIC, toujours présent au moment du soir devenu grand, et les gérontocrates en studio, non, ils ne sont pas encore gérontocrates, ils sont un peu âgés quand même. Vraiment, l'émergence de la jeunesse éducative en termes de médiocrité pour un génocide intellectuel envers d'autres générations à venir. Massok Thomas, pour cette contribution. Il a peut-être suivi également avec nous cette sortie du directeur de l'ESTIC. Bonsoir Jean-Jacques Zé, très bonne émission concernant ce sujet. J'ai connu un camarade qui échouait à tous les niveaux au point où même son mémoire avait été refusé. Mais sur haute instruction, on a constitué un jury pour lui et aujourd'hui il est un grand cadre dans l'entreprise nationale qui nous distribue l'eau. J'aime bien la précision. Par contre, ses camarades capés sont au chômage et d'autres avec le doctorat au quartier. Alinatou, depuis Yaoundé, qui nous plonge là dans un monde totalement paradoxal. Bonsoir à vous en studio. Je trouve la sortie du directeur de l'ESTIC maladroite. Les rapports de stage sont encadrés par deux personnels. L'encadreur professionnel, celui qui est en entreprise, oui, et l'encadreur académique, qui est celui qui est à l'école. Et pour présenter un rapport de stage devant un jury, il faut que le dit rapport soit validé par l'encadreur. Alors, comment est-ce qu'il a pu se retrouver à ce niveau? Avant de valider mon rapport, mon encadreur académique me l'a fait refaire N fois. Oui, les encadreurs, pour moi, sont à blâmer. Voilà donc un mauvais produit qu'on envoie sur le marché pour détruire votre métier de journaliste au lieu de bien le former. Ndjok Yannick depuis Douala, du côté de Ange Raphaël. On vous salue là-bas, Douala. Ange Raphaël, bonsoir Jean-Jacques Zé. J'ai un cas similaire d'une étudiante de l'ESTIC dont je ne vais pas donner le nom, heureusement, ici, qui était en stage à la station régionale CRTV Est, qui est revenue pour son rapport de stage qu'elle-même n'a pas pu rédiger. C'est vraiment très grave. Francky, qui envoie, a dit que l'élève n'avait même pas le niveau de pouvoir rédiger son propre rapport de stage. Et c'est M. Sambou qui interrogeait même les conditions d'accès d'abord à cette école, si on n'est même pas capable de rédiger son propre rapport de stage. Franck Martial Foumon, vous avez écouté cette sortie du directeur de l'ESTIC, ça s'est passé aujourd'hui, on est dans l'actualité. L'élève n'a même pas pu présenter un document acceptable, mais on lui donne quand même 10 pour, on dit bon débat. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir aux co-discutants et désolé pour le retard. C'est dû à la situation de notre pays. On est dans un pays où circuler pour aller à une émission, il faut prévoir même 3 heures de temps à l'avance. On ne peut pas se développer dans un pays comme ça, c'est pas possible. Je pense que j'ai été choqué par les propos du président du jury. Oui. Qui parlait avec le directeur. Quand vous vous débarrassez d'un enfant, vous l'envoyez où? C'est un scandale que ce soit de la bouche d'un enseignant qu'on entend qu'on se débarrasse d'un élève. Et on se débarrasse de lui en lui donnant un document qui est supposé lui permettre de s'insérer en société. C'est un scandale et c'est une insulte pour le corps enseignant. Parce qu'il y a un téléspectateur qui venait de le dire, quand vous allez en stage, vous avez un encadreur académique, vous avez un encadreur professionnel. Oui. Et dans des structures minimalement bien organisées, il y a encore d'autres organes. Par exemple, moi, quand j'ai fait mon stage, il y avait mon encadreur et il y avait encore le responsable académique. Donc, quand l'encadreur a validé un rapport, il y a tout un service qui prend le temps de voir si,
au moins les différentes rubriques qui sont supposées constituer un rapport normal est respecté avant qu'on ne vous valide comme quelqu'un habilité à passer devant un jury. Donc c'est une insulte au corps enseignant et c'est une insulte à toute la société entière quand nous pensons que la société est supposée être moulée. Nous pensons que le corps des enseignants est le corps qui est supposé recadrer une société comme la nôtre qui est en perdition. Et si déjà là-bas on estime qu'on doit rejeter des gens dans la société comme ça juste pour se débarrasser, je me demande bien, on va leur rattraper où? Donc j'ai été carrément choqué par les propos de ce prof-là. Donc ça aurait été mieux quoi, de le recaler, parce que le rôle de l'étudiant également, de l'enseignant, c'est de permettre, j'allais dire, aux cancres, aux nuls, de repartir d'une école avec un bon niveau. Nous n'avons pas tous les éléments, mais je veux dire que si l'étudiant a plusieurs problèmes, en tout cas, la situation qu'il présente peut se situer à plusieurs niveaux. Premièrement, est-ce qu'il a vraiment fait le stage? S'il a fait le stage, est-ce qu'il avait un encadreur professionnel? S'il a fait le stage, est-ce qu'il avait un encadreur académique? Qui est son encadreur académique? Comment il a encadré? Au niveau du stage, parce que l'autre vérité, c'est que souvent on envoie des étudiants en stage et ils deviennent des gens qui font des courses. Si tu as un permis de temps en temps, on te donne la voiture pour aller laver, pour aller faire des courses. Tu vas acheter le héros. Et voilà, à la fin, on dit que tu es en ça, mais à la vérité, tu n'as rien fait du tout. Mais je pense que ça se situe à plusieurs niveaux. L'autre problème, c'est la capacité des étudiants à restituer leur rapport. C'est-à-dire que l'enseignant peut estimer que le rapport n'est pas bien fait simplement parce que l'étudiant n'a pas été capable de rendre fidèlement son travail. Donc il faut regarder à quel niveau le jury se situe. Est-ce qu'au fond, il estime que le travail est vide ou bien l'étudiant a donné l'impression qu'il n'a aucune idée de ce qu'il est dans son rapport. L'autre réalité dans les universités, c'est que des gens parlent de prendre un rapport qui est passé bien avant et viennent simplement les plaquer. Et au moment de leur restituer, ils sont dans l'incapacité de leur restituer. Même les questions qu'on estime banales n'arrivent pas. C'est essentiel lorsqu'on prend le cadre de l'ESTIC de pouvoir restituer un rapport. Vous êtes censé être journaliste. Si déjà à ce niveau-là, vous ne parvenez pas à le faire, c'est déjà un problème. Je suis d'accord avec vous qu'il faut interroger la chaîne qui a conduit cet étudiant devant le jury. Sauf qu'il y a quand même des encadreurs qui sont les filtres. Qui sont supposés vérifier certains nombres de relire, aller corriger. Oui, sauf Jean-Jacques. C'est pour ça que j'ai dit ici que nous prenons le problème tel qu'il se présente dans les réseaux sociaux d'un professeur qui tient, on pourrait dire, un langage un peu grossier. Mais nous ne connaissons pas le fond. On n'a pas tous les éléments. Et je suis très d'accord, nous l'avons bien mentionné ici, qu'il y a en dehors même de l'étudiant, il y a même le rapport d'entreprise, il y a l'encadreur. L'encadreur académique. Alors, ce que nous notons ici du directeur de l'ESTIC, c'est qu'il analyse le rapport qui est présenté. Et il dit bien que le rapport là aurait dû avoir 5 ou 6. Et nous connaissons que dans le jargon estudiantin, on ne donne pas 6 sur un rapport. 10, c'est 0 même d'ailleurs. Vous comprenez? Donc, quel que soit le langage qu'il a utilisé, moi je pense que la fin c'est que l'encadreur, le rapport n'a pas donné. Soit peut-être le rapport est même peut-être bien rédigé et que le fond n'existe pas. Parce que l'encadreur même qui conduit ne structure que le rapport qui est déjà là. C'est vous l'étudiant. Oui, c'est vous l'étudiant. Écoutez un peu. Écoutez un peu. Si vous prenez cette analyse, n'analysons pas comme les profanes. C'est comme les mémoires que nous corrigeons. Si on prenait comme ça, c'est que tous les mémoires présentes sont admis. Parce qu'en fait, les encadreurs sont supposés être des professeurs, des docteurs. Mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire l'encadreur travaille comme il travaille, mais il ne travaille que sur le niveau de l'étudiant. Il n'invente pas pour lui attribuer. Il ne peut pas venir sur vous êtes présentateur. Quelqu'un vient, il ne peut pas vous dire que bon, peut-être dans la chaîne Info TV où j'y étais, j'ai noté que l'intro se fait de telle façon. Il ne vous dit pas. Vous n'allez pas encadrer pour lui dire écrit que l'intro se passe de cette façon. Vous n'allez qu'arranger ce qu'il a fait et restituer. Et c'est pour ça que moi je dis, le directeur nous dit,
le rapport là ne mériterait que 5. Et donc, ce n'est pas seulement Bon, l'étudiant. C'est pas seulement l'étudiant qui ne mérite pas 5. C'est l'encadreur, tous les deux encadreurs. C'est une insulte en fait. Est-ce que l'encadreur devait corriger avant de donner? Oui, l'encadreur valide. Oui. En réalité, c'est toute une chaîne. L'encadreur valide. Mais j'aimerais dire que c'est toute une chaîne. Il faut même interroger les rapports entre cet étudiant et l'encadreur. Oui. Les rapports entre l'étudiant et l'administration de l'ESTIC. Parce que tout ça, par moment, il faut qu'on soit... Il y a des moments où, même à la soutenance des rapports de stage ou bien d'un mémoire, que ce soit le jury ou même parfois même ton encadreur peut vouloir te faire un faux jeu parce qu'au regard des relations tumultueuses entretenues entre l'encadreur ou bien l'école, ce jour-là, on veut t'exposer d'une autre façon. Parce qu'il faut également interroger cela. Quel est le comportement, parce que c'est l'occasion pour nous de connaître le fonctionnement de cet étudiant. Comment à l'école il a travaillé durant les 3 ans. Il y a l'étudiant que tu demandes d'apporter le rapport, il n'apporte pas. Durant les 3 ans, s'il est arrivé en 3e année, et qu'en 3e année, il ne parvient pas à rédiger un rapport de stage, comment a-t-il fait pour quitter la première pour la 2e année, la 2e pour la 3e année, faire normalement le rapport de ça, rédiger un truc, et maintenant pour terminer, il ne faudrait pas aussi que le professeur Marc Modion corrige ou alors tienne le jury de rapport de stage comme c'était un jury de mémoire ou de thèse de doctorat. Parce qu'il y a aussi cette approche-là qui ne peut peut pas... commencer par être un bon encadreur pour un simple rapport de stage. Non. Est-ce qu'on n'est pas un bon encadreur pour un simple rapport de stage? Si on prend le rapport de stage, parce que parfois quand nous... on vous dit par exemple, quand nous tenons les jurys de soutenance des BTS, la commission du ministère de l'enseignement supérieur arrive, vous dit, vous avez 20 minutes. 20 minutes, c'est-à-dire le candidat présente son rapport en 5 minutes, et puis 10 minutes pour l'évaluation, le jury pose des questions, et maintenant 5 minutes pour évaluer et présenter le résultat. Maintenant, parmi les enseignants, il y a des enseignants qui, en posant des questions sur le rapport de stage d'un étudiant, se comportent là comme si peut-être on oublie que c'est un rapport de stage, on met en tête comme si c'était un mémoire qui présentait. Il faut être rigoureux. C'est la rigueur, Jean-Jacques. Mais selon l'enseignant. On apprécie, mais il faut rester dans le contexte. Je ne peux pas prendre et je ne peux pas évaluer un élève de la 6e comme un élève de la 3e ou de la terminale. L'évaluation dépend du niveau où nous nous trouvons. Et il faudrait aussi... D'accord. Et il y a tout ça également qui faut... L'autre point que je souhaitais relever, c'est que parfois aussi, il y a une certaine concurrence ou bien des conflits entre enseignants. C'est-à-dire que systématiquement, si l'enseignant Paul prend un stage et qu'il voit le nom Jean dessus, il s'arrange à donner une mention médiocre à l'étudiant qui aura effectué. Donc il y a aussi le climat ou alors la relation qui existe entre le professeur ou alors le jury et l'enseignant. Souvent, on a souvent eu ça dans les universités. Les enseignants, que quand son nom figure dans ton stage, tu sais que s'il n'est pas dans tel jury, je suis sûr que ma mention est déjà pro de 10. Donc c'est ça la réalité. Et je dis ceci, il ne faut pas... Quand un élève a présenté un rapport de stage, il a minimalement 10. Donc, quand vous dites qu'un élève a 5, on peut aussi questionner votre rôle en tant qu'enseignant qui ne sait pas que 10 dans un rapport, c'est déjà un problème. Quand on te donne 10, c'est qu'on a dit qu'en fait, on t'a aussi on t'a lancé, comme on dit au quartier. Du papier. Voilà, donc, je dis ceci, ce n'est pas l'étudiant qu'il faut blâmer ici. C'est-à-dire que dans une institution qui se respecte, quand un rapport ne respecte pas minimalement les règles de l'art, tu ne passes pas, tu ne soutiens pas, c'est le minimum. Donc, en fait, l'enseignant insulte et les enseignants, et les encadreurs, et l'institution où il allait faire même son stage, et tout le corps enseignant globalement. Il est en train, en fait, de dire que l'institution où il est le jury n'arrive pas à tenir un étudiant qui peut présenter normalement un rapport de stage, parce que l'étudiant est supposé, le rapport, c'est un aboutissement. C'est la fin de quelque chose. Et si à la fin, on en arrive au niveau où il dit que l'élève, on doit le renvoyer au quartier, en fait, il dit que l'institution était incapable. On peut interroger donc comment il a fait pour être admis dans cette institution. On peut donc questionner la qualité de la formation de l'institution pour qu'on en arrive au niveau où on a un élève. Parce que je sais que même en 3e, un élève peut présenter un rapport de stage qui soit acceptable. Donc si on arrive, on estime que ce n'est même pas acceptable, on questionne le recrutement, on questionne la qualité de la formation, on questionne les enseignants, on questionne l'institution où il allait faire son stage. C'est pour ça que je dis que c'est carrément un scandale. D'accord. Bonsoir le plateau. Je le dis ça comme ça. Toujours plaisant d'écouter M. Benoît Feuzeux, mais j'entends toujours qu'il précise
les responsabilités des uns et des autres, en particulier celle du magistère sous lequel tout ce désordre s'est consolidé. Richard depuis Libreville au Gabon. Alors, le Cameroun de Paul Biya, le Cameroun a besoin de réinitialiser. Rien ne va dans ce pays, vous n'avez pas développé, ça vient du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que vous avez, notre ami du Gabon et du Congo-Brazzaville, on repart. Alors vous avez effacé votre dernière contribution, reproposée, je vois que vous êtes encore en train de rédiger. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Moi je suis étonné du langage de ces panélistes. S'il faut faire le tamis comme vous prétendez, vous-même, vous serez tamisé dans votre plateau. Oui, commencez par le faire. Si vous avez le tamis, nous on est d'accord, on est free. Il y a que suivre le langage des uns et des autres. Quand vous voulez regarder le pays en profondeur, le tamis laisse souvent passer la mauvaise graine dans tous les domaines, même à la cuisine Franck de Bokito. C'est que vous mangez les cailloux. Si votre tamis laisse passer les mauvaises graines, vous connaissez le haricot qui a les cailloux. Au quartier, là, il faut que votre tamis soit sérieux. Si vous avez décidé d'avoir un tamis, il faut que ce soit un tamis. Je ne vais pas justifier la médiocrité de l'étudiant, mais je pense qu'on devrait revoir le système éducatif au Cameroun. Moi, par exemple, j'ai soutenu mon BTS au Cameroun et je peux vous assurer que ce n'était pas facile pour une jeune étudiante qui n'avait jamais fait ce genre d'exercice, dans la mesure où on ne donne aucun guide, méthodologie et autres. Là, il faut voir c'était quelle institution, là on ne donne pas la méthodologie. Tu te rapproches de tes encadreurs, on te dit qu'il faut faire les recherches, travailler dur, et travailler dur et tout, je vous assure, c'est très difficile. Et mettez en sortie avec une note de 16 sur 20. Voilà, il faut dire aux éducateurs au Cameroun que l'école n'est pas le piège. Aujourd'hui, je suis en Europe et je vous assure, c'est très différent. Bonsoir, vous êtes en France, le plus 33. Est-ce que votre BTS vous permet de travailler là-bas pour voir si le niveau était déjà bon? Bonsoir les panélistes, le thème de ce soir est d'une actualité brûlante. Le problème qui se pose dans nos écoles de formation aujourd'hui, c'est les relations. Au lieu de faire reprendre l'étudiant pour qu'il s'améliore, on préfère le faire sortir même par césarienne. Une fois sur le terrain, c'est l'image de l'institution qui est ternie. Matakon Gilbert depuis la Damawa, puisque le directeur dit que vraiment on préfère vous donner 10 et partez. Ne revenez plus par ici. Vous ne méritez pas de venir dans notre école. Bonsoir. En matière d'instruction, on ne fait pas de cadeaux. Moi-même, j'ai fait un BTS et une licence professionnelle. Et dans mes promotions, j'ai souvent assisté à des rapports de stage rejetés. Oui. Maintenant, s'il faut dire que c'est que le rapport de stage n'est qu'une étape, l'écrit est le vrai juge qui vient consacrer le diplôme. Donc je crois que le directeur a juste voulu que ce ne soit pas le rapport qui recale l'étudiant pour une seconde année, car aux examens professionnels, on peut échouer même pour un crédit non validé. Yvan de Berthois, oui aussi, dit que vraiment que ça ne reste pas nous. Sur nous l'affaire là, bonsoir, Info TV. La faute n'est pas à l'étudiant, mais à l'ensemble du staff académique. Je pense que ce monsieur a été un peu trop sauvage et hypocrite. Au Cameroun, l'obtention des stages est un peu compliquée. Encore voir seulement son encadreur. Mais je pense que ce monsieur qui est jury, lui-même ne devrait pas tenir les propos qu'il a eu à tenir. Le monsieur qui est au jury, en même temps le directeur de l'ESTIC. Donc voilà, on peut comprendre la dimension de son courroux. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques, le directeur est quand même un professeur. Pour moi, il s'est mal exprimé. On ne tient pas ce genre de langage. Cet étudiant avait quand même un encadreur. Ça signifie que celui-ci n'a pas fait son travail. De la part de Siloni, merci, bonsoir Siloni pour cette contribution qui accuse pratiquement la chaîne. Bonsoir Jean-Jacques, le discours de l'enseignant n'est pas bien placé. Mais écoutez bien le discours du directeur. Cet étudiant n'est pas sérieux. Jérémy depuis EDEA, qui dit que l'étudiant là n'est pas sérieux, mais il est quand même allé jusqu'à la soutenance de son rapport de stage. Comment on a pu le garder s'il n'était pas sérieux? Est-ce qu'on le découvre seulement aujourd'hui, cet étudiant-là qui ne serait pas sérieux? On prend un autre message. Bonsoir.
Jean-Jacques, vous avez dit hier que Tiroma avait fui, non. Pourquoi il y a encore les problèmes au Cameroun? Mais avant de fuir, il était où? Ouais, il a fui. Ça vous des questions pièges. Je pensais qu'il était parti avec tous les problèmes du Cameroun au Nigeria. Hier, c'était l'ENAM et aujourd'hui, c'est Estic. Vraiment, pauvre Cameroun. En tout cas, le problème, c'est Tiroma. Yaya de Yaoundé. On comprend un peu ce que tu es en train d'exprimer par là, Yaya. Est-ce qu'on va prendre un ou deux autres messages pour sortir quand même de cette problématique-là? Oui. Bonsoir Jean-Jacques, voilà le vrai sujet. Qui détruit notre société? Ils sont nombreux dans les structures parapubliques ainsi. Jean, merci. Je pense qu'il y a un problème de niveau qui peut être arrimé, qui peut interroger la qualité de la formation. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir aux panélistes. Pour moi, je peux analyser sous deux angles. Soit c'est l'ensemble du corps académique, soit c'est un enfant qu'on a parachuté. Ferdinand, depuis Libreville, qui nous parle justement de cette situation-là sous deux angles. Je crois qu'il est un peu d'accord avec Franck, c'est ça? Oui, qu'il ne faut pas seulement voir le côté d'étudiant, il faut arrondir, voir quelles peuvent être les responsabilités. Mais ce qui a gêné Franck, c'est qu'on dise qu'on se débarrasse de lui, c'est pour l'envoyer où? En fait, c'est ça que je dis que c'est un scandale. Et c'est encore plus choquant que ce soit le directeur qui soit en train de le dire. Et que tu as la responsabilité de donner le produit fini. Mais tu dis aux gens que non, ce produit-ci est même gâté. Mais quand même, je vous renvoie, vous faites de ça ce que vous voulez. Je crois que il renonce carrément à sa responsabilité. Ça fait rire, mais c'est choquant. Je pense qu'il faut interroger tout le cursus, la qualité de la formation. Parce que si vous avez un élève de ce niveau-là qui ne peut pas faire un rapport, ça veut dire que vous devez vous-même en tant que directeur questionner la qualité des enseignants que vous avez, questionner la qualité de formation que vous avez dans votre institution, que de vous en prendre à une victime. Parce qu'à la vérité, si un enfant ou alors un étudiant n'a pas pu être formé normalement, ce n'est pas de sa faute. Parce que la responsabilité aussi des enseignants, des encadreurs, des institutions, c'est d'observer comment les enfants sont et trouver le meilleur angle qui permet de leur donner une formation acceptable. Ce n'est pas d'attendre le dernier jour pour venir donner l'impression que le parent est sorti de la maison avec son enfant et vous le découvrez au moment où il présente son rapport de stage. Est-ce que ce directeur a l'habitude de suivre ses étudiants? Est-ce qu'il tient souvent des réunions avec ses enseignants pour savoir comment les élèves se comportent? Comment cet élève qui ne peut même pas présenter un rapport a pu tenir sur toute l'année sans attirer l'attention du directeur? Tout au moins, parce que si un élève ne peut pas présenter ne serait-ce qu'un rapport acceptable, ça veut dire que sur toutes les autres matières, il est médiocre. Il aurait donc dû attirer l'attention du directeur avec ses notes, qui se rendent compte que comment on arrive à avoir un élève qui ne peut pas avoir... C'est vrai que nous accueillons dans les entreprises des étudiants qui n'ont eu aucune orientation. Ils viennent en stage et puis vous le regardez, ils vous regardent. L'encadreur académique, vous devez déjà travailler avec lui pour avoir une première orientation, même le choix de l'entreprise qui doit vous accueillir. Parce que vous savez quel est le dosage que vous avez appliqué à l'enfant, à l'école, et vous savez à peu près quel genre d'entreprise peut compléter cela pour ce qui est de la pratique. Les gens ont je vois les étudiants monter, descendre, déposer 40 demandes de stage dans les entreprises. C'est-à-dire que là, on va accepter, on va aller là-bas, même si c'est le snack bar. Oui, mais la vérité, c'est ça, Jean-Jacques. La vérité, c'est que il n'est pas évident. Les études sérieuses, s'il te plaît, doivent même signer des conventions avec des entreprises. Oui, justement. Il y a beaucoup d'instituts, nous les voulons là, qui ont des partenariats, beaucoup d'entreprises. Hein, ce qui fait que les étudiants n'ont plus besoin de déposer des rapports, des demandes de stage académique. L'institut gère ça et puis à un moment donné. Mais à l'Estique, on souffre pour avoir un stage. Il souffre pour avoir un stage. Je dis que ce n'est pas évident. Je prends par exemple le cas de chez moi à Bafang. J'ai peut-être 3 universités là-bas. Mais quand vous regardez en termes d'entreprise, il n'y a presque rien. Vous avez peut-être une entreprise de production que je ne vais pas évoquer. Après ça, il n'y a plus rien. Il y a les boutiques un peu partout. En fait, si tu veux faire ton stage, tu vas où? On va t'envoyer dans une boutique où tu vas vendre les bonbons. À la fin, il va falloir que tu produises. La vérité, c'est qu'il faut que l'État puisse avoir un cahier de charge exigeant pour les gens qui mettent sur pied des instituts de formation. De telle sorte que quand tu dis que tu as une institution qui forme déjà en comptabilité, que tu donnes la garantie à l'État que je peux faire intégrer de façon normale 50 étudiants dans 50 institutions. En fait, ça doit être précédé de ces conventions avec les institutions où on garantit à l'État que nous allons prendre 50 élèves
de 50 de telle université chaque année, chaque 3 mois, ça peut se faire en vague. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'universités de nos jours, c'est juste le business. c'est qu'après, on t'envoie au quartier, le business. Là, vous ne demandez pas trop. Non, c'est la responsabilité de le faire. Pourquoi je dis ça? Vous savez, c'est la responsabilité de l'État. Oui, vous créez une institution privée d'enseignement supérieur. S'il faut que d'entrée de jeu. Privé. Je rappelle que le STIC n'est pas privé. Même si on est privé, c'est pas qu'il a l'agrément, il y a un cahier de charge. Non, je réponds à sa préoccupation parce qu'il a dit avant que l'État ne vous accorde soit l'agrément, vous présentez les garanties de stage. Et moi, je dis, ça, on va arriver dans n'importe quoi parce que vous pouvez présenter les garanties de stage avec une entreprise qui ferme les portes avant une année académique. Là, c'est un cas exceptionnel. Maintenant, j'étais en train de dire que le volet difficulté de stage, c'est un autre volet de ce problème. Mais ce n'est pas le problème. Parce que ici, là, le directeur n'est pas en train de dire vous avez été incapable de trouver le stage. Mais il a pas savoir rapport ça veut dire qu'il est allé quelque part. Il pourrait même, ça peut même être qu'il était dans une chaîne même publique. Le problème qui se pose là, c'est l'évaluation de son rapport. Trouver un encadreur dans certaines chaînes publiques, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Les gens sont très occupés. Le jury sur un rapport de stage ne peut pas se baser sur un rapport de stage pour savoir si on va effectivement faire un stage. Parce que ça arrive. Nous sortons par exemple des instituts privés. Tu arrives, il y a beaucoup d'étudiants là qui ont le rapport fabriqué, c'est-à-dire qui décident que bon, je fais dans la production, ils s'assoient dans une chambre, et ils créent les trucs, les suggestions, ils font de façon générique. Et un encadreur ne peut pas sur cette base savoir si tu as fait le stage ou pas. Mais ça doit être accompagné d'une fiche de notation. Oui. Est-ce que vous savez que ça, c'est même un génie de créativité là? Oui, même le fait n'est pas évident, hein. Même le fait, si le fait, ce que je vais démontrer, mais c'est pas honnête. C'est pas honnête. Le rapport de stage a fait un contact réel. Mais il vient de soulever quelque chose et je vais lui montrer que... Si quelqu'un écrit un compte dans sa chambre, il a une belle plume. Il imagine le rapport de stage est plus pratique que théorie. Voilà. Ça veut dire, s'il réussit à écrire quelque chose qui répond aux attentes pratiques, ça veut dire qu'il a été curieux quelque part d'apprendre ce qu'il écrit. Non. Pour que le rapport de stage soit validé par l'école, il faudrait que l'étudiant présente l'attestation de fin de stage. C'est comme ça. L'attestation qui vous a accueilli. Qui vous a accueilli. Oui. Parce qu'en réalité, même si vous rédigez n'importe quoi... on exige même une fiche de notation. Celui qui vous suit. Vous ne partez pas comme ça. Jusqu'à votre comportement. Ça veut dire que l'étudiant là qui a ça doit remonter à l'école. A eu tous ces éléments. C'est ce qu'on est en train de dire. Il a eu tous ces éléments. Donc, il faudra regarder le fond de ces choses-là. Il faut maintenant voir qu'est-ce qu'il crée. Parce qu'en réalité, si son rapport a été présenté, ça veut dire qu'il a rédigé, ça veut dire qu'il a fait un rapport de stage, il a une attestation de fin de stage, il a eu un encadreur académique, encadreur professionnel. Oui. Maintenant, tout est arrivé. Qu'est-ce qui donc s'est passé pour que ce jour, ou alors, ce n'est pas lui qui a rédigé et devant le jury, il n'a rien dit. Quand il n'y a pas le fond du rapport, quand on est en stage, on est en contact permanent avec son encadreur académique. Quand vous avez une difficulté, notamment sur la méthodologie de rédaction du rapport, le choix même du thème, parce qu'un rapport de stage a une orientation. Vous travaillez avec l'encadreur académique. Sauf que Jean-Jacques, régulièrement, si vous ne le faites pas, c'est qu'il y a un problème. Sauf que Jean-Jacques, généralement dans la plupart des écoles là, on attribue l'encadreur académique à la fin du rapport de stage. C'est-à-dire, il a fini le rapport à le stage à Info TV. Parce qu'à Info TV, c'est totalement professionnel. Il faut qu'on se comprenne très bien. Totalement professionnel. Maintenant, quand il finit dans Info TV, il rentre donc à l'école. Mais c'est qu'il y a un problème. Oui, normalement, quand vous êtes en stage, vous avez déjà votre encadreur. Les encadreurs, même avant que vous n'allez en stage. Et c'est avec lui que vous travaillez. Parfois, même c'est certains encadreurs qui trouvent parfois même les stages à leurs étudiants. Enfin, vous affectez bien avant. J'ai dit aujourd'hui que nous pouvons nous offusquer sur les propos tenus par le directeur de l'ESTIC. Mais la qualité de l'étudiant, nous rencontrons. Qui produit l'étudiant? Qui produit l'étudiant? Qui doit en faire un bon étudiant? Mais c'est la société. D'abord, si vous avez un produit sorti tordu, vous n'entrez pas. La machine n'a pas de problème. Non, si le produit est sorti tordu, c'est que la machine a un problème. C'est la machine qui a un problème. D'accord, bonsoir à vous en studio. Certains des dirigeants de ce pays ont tué le système éducatif camerounais. Moi-même, j'ai un DSEP et une licence professionnelle en réseau et télécommunications dont j'ai rédigé 2 rapports de stage au moins
au supérieur et je travaille au parapublic. Ce que je vois tous les jours est très grave. Francky, qui voit... Niveau. Oui, en termes de niveau, hein, quand vous êtes encadreur sur le terrain des stagiaires, vous découvrez qu'il y a quand même quelque chose qui a lâché quelque part. Bonsoir, le grand soir. Savez-vous que dans cette école, il y a un peu plus de 10 ans, au concours d'entrée, premier 3 après à l'examen de sortie déclaré échoué, mais dont la vie active, responsable de la communication dans une grande structure, Jean-Paul de Yaoundé. C'est l'enfant des autres. En tout cas, non, vous êtes dernier à l'école, vous êtes échoué, mais vous êtes responsable là, comme dans une grande entreprise. Bonsoir, monsieur Fomodi, que le directeur doit remettre en question son institution et ses enseignants. Sur quelle base? Si c'est un seul étudiant sur une centaine, on ne peut pas affirmer que la faute revient à l'institution et aux enseignants. À l'un des sources, une seule dent fait pourrir toutes les autres. Non, la vérité, c'est que une institution sérieuse ne peut pas produire un enfant médiocre. À l'école, on ne peut pas... Ce que je dis, c'est que tout le monde ne peut pas avoir de très bonnes notes. Oui. Mais si vous arrivez au niveau, on estime qu'un étudiant qui présente un rapport n'a pas droit à 5, c'est que c'est l'institution le problème. Sinon, expliquez-moi comment un élève... Parce qu'en fait, vous entendez dire qu'il est bête. Il a donc fait comment pour intégrer votre institution. Ça veut dire que quel que soit le bout par lequel on prend la chose, l'institution a une grande part de responsabilité dans cette affaire. Tout le monde peut pas avoir une bonne note. Il y a ceux qui vont avoir 10, ceux qui vont avoir 9. Mais si on arrive au niveau où on dit qu'il ne mérite même pas 5, Jean-Jacques, il faut interroger l'institution. Il n'y a pas deux personnes. Bonsoir. Ce n'est pas le directeur qui a lui-même rédigé le discours. En tout cas, il ne faisait pas un discours. Il a des problèmes. Pour lui, un journaliste s'est bavardé. Si la fille bavarde, il s'agit d'une fille, non, on ne sait pas de qui il s'agit, hein, bavarde et passe, et parle vite, caractère premier d'un journaliste, elle passe. Il y a une catégorie de journalistes qui bavardent et une autre qui écrit. Elle appartient à une catégorie. Franck de Bokito, tu peux avoir quelques informations sur cette affaire-là. Bonsoir, vous allez m'excuser, mais toutes les entreprises n'accordent pas cette possibilité de remettre une attestation de fin de stage. Ce que vous parlez sur le terrain, c'est différent. Je parle en connaissance de cause. Elisabeth, depuis le Sénégal. Mais Elisabeth, justement, c'est des mauvaises pratiques. Si vous n'accordez pas, vous ne délivrez pas une attestation de fin de stage, c'est une mauvaise pratique. Alors que vous ne mettez pas votre griffe. L'école ne peut pas considérer que vous avez fait un stage. Vous ne mettez pas votre griffe dans la formation de cet enfant. C'est votre produit aussi. Donc il faut mettre une griffe. Si ce n'est pas le cas, il a été ou en stage, c'était clandestin ou quoi. Alors, non. Les Camerounais sont trop dangereux. Je dis que quand un responsable parle ainsi, il faut faire le test alcoolique. Ouais, salut à vous. Sur le plateau, les Camerounais ont tourné le dos à Paul Biya. Nous y sommes. Je ne sais pas trop pourquoi Paul Biya intervient ici. Je vais lire tout. Les Camerounais ont tourné le dos à Paul Biya et au RDPC depuis 1992 aux élections présidentielles. Toutes les élections qui sont passées après... je cherche encore cette affaire, mais les panélistes analysent là comme si nous étions dans un pays démocratique avec des élections libres. Je cherche toujours. Là, je vois Kamto qui est arrivé. Kamto a fait la revendication de la vérité. Mais vous êtes en décalage avec notre sujet. Et vous citez même Macron dedans. Moi, je vraiment... Laissez-nous un peu. Parlons de la vidéo que vous avez regardée. Bonsoir à vous, monsieur Zé. Parlons même de l'enseignant dans notre pays. Ton plateau bientôt va reprendre à parler de monsieur matin, midi et soir. Monsieur Bernard et ses amis du RDPC, Benoît, c'est signé Didier Boudiman, Yabassi. Je n'ai pas bien compris votre message du côté de Yabassi. Bonsoir, ce directeur doit être démis de ses fonctions car l'humiliation peut mener cet étudiant au suicide. L'humiliation est proscrite en pédagogie. Romaric depuis PK14, parce que le gars vraiment, heureusement que la vidéo ne ressort pas le visage de l'étudiant. Il est carrément... ah là là, j'imagine cette salle, cet amphi. Avec ses parents qui sont là. Si les parents étaient là, les amis, la petite amie ou le petit ami, le souteneur, trouvez... Bonsoir à vous sur le studio. En studio, je trouve que la sortie du directeur de l'ESTIC est maladroite. Les rapports de stage sont encadrés par 2 professionnels, ça vous l'avez dit. Vous ajoutez qu'on peut aussi s'interroger sur la façon d'intégrer l'école. Le directeur dit qu'il a connu, qu'il aurait connu le père de l'enfant. Je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas suivi ça dans la vidéo. Peut-être que cette partie-là nous a un peu échappé.
Alors, bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à vous. Le directeur Lestic a bien fait de se libérer au plus vite de cet étudiant, puisqu'il était déjà à sa phase de sortie. Malgré les lacunes dans son rapport, la personne à blâmer. Pour finir, ce sont les encadreurs qui constituent la caution morale de l'étudiant. Avec une telle histoire, Lestic perd un peu sa crédibilité. Ernest Zambo depuis Ekounou. Mais puisqu'il a donc bien fait comment de le lâcher comme ça, dans un milieu professionnel, avec des appréciations qui ne sont pas totalement à saluer. On va accueillir un autre partenaire. Vous avez également droit à votre bouteille d'eau, Lema Kouma. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, et merci encore de l'amitié que tu me fais cet après-midi et avec Bonis. Bonis que je connais d'ailleurs la localité qui est entre Bétois et Abomba. D'accord. Parce que je suis natif de là en fait. D'accord. Ah, on comprend. La précision en vaut la peine. Okay. Ouais. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Jean-Jacques, comme toujours, nous parlons du King Fimic, ce produit-là qui éradique les infections à chlamydia, les MST, IST. Et j'aime toujours le rappeler que tout le monde a le chlamydia. On parle de chlamydia quand le taux il est élevé, bien quand on ressent certains symptômes. Je l'ai dit plusieurs fois ici que la faiblesse sexuelle ou l'éjaculation précoce ne sont pas des maladies, mais les symptômes de maladies. C'est pourquoi vous allez souvent voir dans des carrefours ou bien dans des bus pour des personnes qui vous prennent des transports en commun. Un monsieur va vous présenter un produit dans un sachet ou bien dans un emballage. Il va vous dire que si vous avez la faiblesse sexuelle, il vous soigne avec le même produit. Ou si vous avez les démangeaisons, il vous soigne avec le même produit. Si vous avez telle maladie, il vous soigne avec le même produit. Mais ce que la personne ne vous dit pas, c'est que la personne est en train de vous citer là les symptômes de maladie et non les maladies en elles-mêmes. Parce que le chlamydia a plusieurs symptômes et varie dans chaque organisme de manière différente. Ça veut dire que je peux avoir le chlamydia. Chez moi, ça va m'entraîner par exemple les démangeaisons au niveau de l'appareil génital. Chez le voisin d'à côté, ça va entraîner par exemple les problèmes de fatigue générale. Et la dame d'à côté, ça va entraîner par exemple les problèmes d'écoulement de sexe ou bien parfois même les pertes blanches en abondance. Tout ça, nous avons le chlamydia au même moment. Ça veut dire que quand on va prendre le produit King Fimic 24 heures la solution, nous tous on va avoir un résultat assez probant parce qu'en fait on a attaqué la cause et non la conséquence. La cause ici est le produit et est le chlamydia qu'on va aller éradiquer. Forcément les symptômes vont s'estomper de manière directe. D'où on appelle le produit King Fimic 24 heures la solution. Et nous ne traitons pas le chlamydia en 24 heures. Ça, il faudrait encore le dire parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous appellent pour nous dire que non. Vous avez dit à la télé que vous soignez le chlamydia en 24 heures. Non, c'est pas possible de guérir du chlamydia en 24 heures. Non, c'est pas possible. Même si vous partez à l'hôpital et qu'on vous donne une injection, c'est pas possible de guérir ce chlamydia en 24 heures. Ce qui se passe, c'est que si on a donc des symptômes apparents, quand on va prendre le produit King Fimic 24 heures la solution, sous 24 heures, effectivement, ces symptômes apparents vont disparaître. Ça veut dire que si M. Lema Kouma a une mauvaise haleine qui est due au chlamydia, en 24 heures, la mauvaise haleine là va déjà s'estomper. Il va donc falloir que je continue mon traitement peut-être sur 7 jours, ou sur 14 jours, ou sur 21 jours, voire sur 28 jours pour que cette mauvaise haleine disparaisse définitivement. Ça, c'est un traitement qu'on a pris sur le long terme et de manière définitive. Nous avons aussi des femmes là qui ont les problèmes de perte blanche en abondance. Nous avons des femmes là qui ont les problèmes de crampes bouchées, qui n'arrivent pas à concevoir. Parfois même quand elles conçoivent, elles ont des fausses couches. Alors le produit King Fimic 24, la solution, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller déboucher les crampes et faciliter la conception, la procréation chez la dame. Et les messieurs là qui ont les problèmes d'azospermie ou bien d'oligospermie, de sperme faible ou absent, avec le même produit King Fimic 24 la solution, parce que lui a pour rôle principal d'aller détruire les germes et les bactéries qui sont à l'origine de la mauvaise qualité des spermes chez l'homme, ou bien la mauvaise quantité, ou bien la performance des spermatozoïdes chez l'homme. Alors, ce produit King Fimic 24 la solution va donc aller éradiquer ces germes et ces bactéries-là de manière naturelle. Jean-Jacques, je ne t'aimerais pas, si tu me le permets encore cet après-midi, de parler encore du produit
OpenSex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital. Avant de parler de OpenSex, il faudrait savoir que le chlamydia rétrécit l'appareil génital de l'homme. Parce qu'il y a des personnes qui ont un appareil génital normal, mais au fil du temps, ils ont vu leur appareil génital rétrécir du fait qu'ils soient victimes d'un chlamydia qu'ils n'ont pas soigné ou bien qu'ils ont mal soigné. Au fil du temps, ils ont vu leur appareil génital rétrécir. Dieu merci, Plan de vie a mis sur pied le produit OpenSex, ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle. Et à côté, il y a donc des personnes qui ont grandi avec un petit appareil génital. Et chers parents, évitez la circoncision précoce parce que la circoncision précoce est l'une des causes principales du petit appareil génital. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. On a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Les qui peuvent consommer le produit OpenSex, c'est tout le monde qui peut consommer le produit OpenSex. Nous avons le grand format, comme je l'ai dit, entre 4 et 6 centimes, et le moyen entre 2 et 4 centimes, et le petit entre 1 et 2 centimes. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkolndongo, Carrefour, Iptec, immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Voilà, nous sommes situés à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église de Salem, et nous sommes à la cité des Palmiers, derrière le lycée de la cité des Palmiers. Jean-Jacques, je vais essayer de déguster encore la sauce de chenou qui est Bonis. Merci beaucoup, Lema Kouma, et bonne dégustation. Quelqu'un qui dit ici que Lema Kouma n'est pas sérieux avec l'affaire de OpenSex là. Il veut rendre tout le monde bien membré. Pourquoi? À cause de lui, on ne pourra plus se vanter dans avec les femmes. On s'attendait à ce que nous serons les premières personnes à bénéficier de... non, c'est pour coutume, donc c'est peut-être une omission de ma part. C'est que le produit King Fimic, lui, c'est un nettoyant. Donc, c'est-à-dire que lui, il nettoie tout le corps. Il nettoie la ceinture rénale pour des personnes qui ont des problèmes de non, c'est 5,5 la dose. Non, ne vous inquiétez pas, chacun aura sa dose de 5,5. D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous aurez vos doses. Vous aurez, merci. Chacun aura sa dose. Donc, je m'excuse encore auprès de Jean-Jacques d'avoir transformé son plateau en vaste comptoir comme d'habitude. Ça va. Merci. Chacun aura sa dose. Bonsoir. Le produit se prend, Jean-Jacques, s'il te plaît, je voudrais donner la posologie ici. Très rapidement, vraiment. Le produit se prend un sachet comme ça, on met soit dans du miel, soit dans du lait, ou bien dans une tasse dans un demi-verre de jus. On prend un sachet comme ça qu'on va mettre. Si on boit aujourd'hui, demain on ne prend pas, après-demain on prend. Et on le prend uniquement quand on est sur place à la maison. Parce qu'il peut soit faire puger, soit faire transpirer, ou bien faire cracher. Mais l'idéal, c'est qu'il fasse puger. Parce qu'il est bien que ça nettoie tout ce qu'il y a comme impureté, tout ce qu'il y a comme saleté dans l'organisme de l'individu. Merci. Oui. Okay. Bonsoir, monsieur Zé. Je ris sur ceux qui critiquent l'attitude du jury. On dirait qu'ils n'ont jamais fait de soutenance. On parle d'un travail scientifique, ce n'est pas la blague. Un journaliste peut incendier un pays. Quand il le fera demain, vous trouverez que le jury a mal parlé. Laissez les émotions. L'école n'est pas un jeu. Allez regarder les soutenances, vous verrez de tout, et les critiques sont parfois nécessaires pour piquer l'orgueil de l'impétrant. Dire que l'institution est responsable de l'échec me semble superfétatoire. Vraiment, oui, peut-être dans la gestion administrative, mais pas dans les enseignements donnés. Un étudiant qui n'étudie pas, c'est la faute de l'école, point d'interrogation. Interroger les curricula et la qualité des enseignants avant de faire des critiques. Les jeunes font preuve de légèreté, ainsi de suite. C'est assez long. Mathias depuis Ekounou, vous n'allez pas dédouaner l'école également. Hein. Si tous les mécanismes de suivi d'un stagiaire étaient bien mis en place, on n'aurait pas un produit comme ça. Dans cette école, c'est-à-dire l'ESTIC, le concours d'entrée évalue juste le niveau. Pendant la formation, certains de ces étudiants ne suivent plus normalement. Merci d'y faire un tour de leur soutenance. Vous écouterez des balbutiements de ce côté-là. On a invité une soutenance là-bas demain à 15h. Est-ce qu'on fera un tour de ce côté-là? Bonsoir, le sapologue de la modération et son panel. Voilà. Le refus de délivrer une attestation de stage à certains stagiaires résulte du fait que l'encadreur, conscient de son comportement, n'a rien inscrit sur le document. En effet, le stagiaire a passé son temps à effectuer des tâches personnelles pour lui, telles que préparer son café ou aller chercher son plat de coquille avec la patate à midi.
c'est peut-être amusant, mais c'est la triste réalité. Par exemple, un de mes étudiants à Polytechnique de Douala, qui était major de sa promotion, s'est retrouvé à effectuer uniquement des tâches telles que servir le café ou aller chercher le repas de midi lors de son stage dans une banque. C'est Roméo qui écrit depuis Paris, qui parle des choses qu'on vit sur le terrain, ce que les stagiaires rencontrent sur ce terrain-là. C'est pour ça qu'on demande aux instituts d'être assez organisés, d'avoir des conventions claires avec certains établissements, certaines structures pour les accueillir pendant la période de stage. On affiche la grande une de Le Messager, le quotidien privé, qui est en kiosque depuis hier. On prend la une d'hier, qu'on va redécouvrir ce matin et ce soir et essayer de comprendre pourquoi cette une fait débat depuis hier au Cameroun. On voit bien le surtitre département de la Léquié. Oublier les arcades du pouvoir, c'est un point d'interrogation. Le journal pose bien la question et dit ceci: la nomination de Marie-Claire Dieudonné Sekelang comme procureur général près la Cour suprême en remplacement du défunt Luc Ndjodo est venue remettre au goût du jour ce que beaucoup qualifient de marginalisation progressive dont serait sujet le département de la Léquié. Le journal nous propose une enquête et la publication de ce journal a amené certains à faire des recherches pour aller voir si effectivement la Léquié est en droit de penser qu'elle serait un peu lésée dans les choix, notamment la formation des gouvernements et des nominations et autres. Vous avez donc une liste qui a été proposée par Moussa Njoya qui montre tous les postes de responsabilité occupés par les fils de la Léquié. Ça résonne comment lorsque vous découvrez cette une et que vous lisez ce qui semblerait être une revendication de la Léquié? Bon, a priori, on doit être surpris parce qu'à la vérité, je ne connais pas quel genre de mouvement on a fait dans notre pays pour qu'on en soit à se plaindre d'être oublié. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements dans notre pays. Ce n'est pas parce qu'on a nommé des gens, sauf si la loi qui estime qu'ils doivent être seulement... Qu'on aurait dû remplacer le défunt Ndjodo par un autre fils de la Léquié. Non, il y a aussi un amalgame que j'écoute même sur des plateaux de télévision. En fait, cette dame a été au bon endroit, au bon moment. Parce que j'entends même les gens se dire que non, comme Pobia dit dans son discours, qui va donner la place aux femmes, en fait, il a déjà commencé à concrétiser. Je pense que l'orthodoxie, dans ce qu'on veut que, quand le procureur décède, le plus haut gradé prend automatiquement. C'est un principe chez eux. Donc Pobia n'a rien fait de spécial. Elle s'est retrouvée simplement au bon endroit, au bon moment, et il s'est trouvé qu'elle soit une femme. Donc, cette histoire où on donne l'impression que M. Biya a fait ce qu'il a dit dans son discours, il n'en est rien. Ce n'est pas une question de représentation, ce n'est pas une question de région, ce n'est pas une question de genre. Il y a une personne qui s'est retrouvée au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des éléments pour qu'on en soit à se plaindre. Le ONCAM, par exemple, n'a pas de ministre depuis qu'on a envoyé M. Siam Sewa en prison. Nous n'avons jamais fait cas. Le ONCAM mérite un ministre. On peut aussi estimer que nous sommes les oubliés de la République. Je pense qu'il faut aller au-delà. S'il y a un gouvernement qui voit le jour et que des gens estiment que dans ce gouvernement, ils sont oubliés légitimement, mais on ne peut pas aller sur la base d'une dame qu'on a remplacée, en tout cas d'un décédé. D'accord. Est-ce que la Léquié devrait s'exprimer en ces termes-là? Penser être progressivement oublié ou lésé? Oui, plus que ça fait recette chez nous. On sait que les Issa Chiroma sont entrés au gouvernement avec ce type de revendication. On a légitimé ça. Je pense pas que c'est une histoire où c'est aujourd'hui que le problème doit se poser. On a légitimé, on a dit aux gens que tel vous représente. On est directeur pour représenter telle communauté. On est directeur pour représenter tel département. Donc légitimement, s'il y avait eu un grand mouvement, je ne vois pas pourquoi on leur ferait le procès d'avoir estimé qu'ils ne sont pas pris en compte dans la répartition des responsabilités dans notre République. On entre là, Franklin, dans la problématique même, celle de la représentation, sur la base soit des quotas, soit de l'équilibre régional. Nous sommes en 2025. Est-ce que cette politique devrait encore être une nécessité? Avant d'y entrer, Jean-Jacques,
parlant de la Léquier, d'abord, quelques 30 secondes, parlant de la Léquier. Par moi, au sein de la Léquier, on a la Léquier Nord, la Léquier Sud. Certains peuvent penser que la Léquier Nord est plus représentant en termes de personnalité ou alors des gens qui ont le pouvoir. La Léquier Sud, parce qu'il faut... La Léquier actuellement a 2 ministres, je crois 2. Benoît Donsoumet. Henri Hébert ici, Benoît Donsoumet. On pourrait ajouter également le secrétaire d'État à la Défense, à la gendarmerie. Gendarmerie, oui, voilà. Pris sous cet angle-là, la Léquier n'est pas oubliée. Et ce n'est qu'un département. C'est un département. C'est vrai, c'est parmi les départements prisés. Parce que si le chef de l'État, 1 ou 2 fois, lors des campagnes ou la campagne présidentielle s'est rendue à Mona-Télé, c'est la preuve que la Léquier est prisée. Et il faut se le reconnaître que c'est à la Léquier qu'en 2019 ou 2020, si je me trompe, qu'il y a eu l'appel à la candidature. C'est une tradition. Oui, les appels à la candidature. Bon, maintenant, pour dire, s'il faut tenir compte de la régionalisation, vouloir tous les quotas et équilibre, c'est très compliqué. Oui. Si je prends le cas, par exemple, d'une Ndé dont je suis natif. Commençons par là. Je suis natif. Alors, il y a le Honkam, il y a le Ndé. Oui, le Honkam. Le Honkam n'a rien. Oui, d'une Ndé, je suis natif. Oui. On n'a rien. Vous avez le Sénat. C'est vrai. Jean-Jacques, je veux bien me présenter. Oui, d'accord. Le Ndé, c'est un département qui a 4 arrondissements. Bazou, Tonga, Bassamba et Banganté. Voilà les 4 arrondissements du Ndé. Mais tous les ministres, par exemple, du renouveau depuis, qui sont passés dans le Ndé, certains vous diront, on a eu un ministre Banganté, on a eu un ministre Bamena, on a eu un ministre Balengou, mais mon village particulièrement qui est Bachingou, je prendrai un exemple, n'a jamais eu de ministre. Donc si on s'en tient qu'à ça, si le Cameroun a 238 même c'est 210 ou 250 ennemis, il faudrait donc qu'on ait 250 or, ce n'est pas ce qui devrait être. Donc je suis en train de présenter un aspect que chacun, au niveau de son village, voudrait avoir quelqu'un, parce que même si chez lui, dans le Honkam, on dit qu'il y a quelqu'un dans le Honkam, quelqu'un dira, il est Bana, mais il n'est pas Banka. Il est Banka, mais il n'est pas Banja. Il est Banja, mais il n'est pas Fonkwankem. Je veux qu'on se comprenne un peu. C'est un département que je maîtrise particulièrement. Donc on peut dire, si on s'en tient seulement à l'équilibre régional, on ne peut pas gérer efficacement ce pays. C'est vrai qu'on a besoin de tout le monde, mais on ne peut pas toujours tenir compte de toutes les ethnies pour attribuer les postes de responsabilité. Maintenant, peut-être que parlant des concours, peut-être politique des quotas et équilibre régional, il faut aussi au niveau des concours. Au niveau des concours, c'est vrai, la politique des quotas, c'est une bonne chose. Mais ça limite aussi ceux-là qui sont des braves élèves, des braves étudiants, parce que dans la... C'est un frein au mérite. C'est un frein au mérite, parce qu'en réalité, une certaine époque, ou alors même jusqu'à présent, vous aurez quelqu'un, par exemple, dans la région du centre, parce qu'en termes des régions qui sont vraiment scolarisées au Cameroun, nous avons peut-être la région du centre, la région du littoral, la région de l'ouest, pour ne citer que ces 3 principales régions qui sont les plus scolarisées au Cameroun. Maintenant, on a un concours, par exemple, comme l'ENAM, prenons comme le NAM qui a fait l'actualité il y a quelques jours. Un natif de la région du centre a 14 au concours. Mais il échoue parce qu'il faut prendre... je veux qu'on se comprenne un peu. Oui. Il échoue parce qu'il faut prendre peut-être dans la régionalisation, il faut un natif de l'Est, un natif de la Damawa, qui peut-être se retrouve avec 11 de moyenne. Mais comme il faudrait que la Damawa soit représentée dans la haute administration, voilà donc quelqu'un qui entre dans la haute administration avec 11 de moyenne. Pourtant, de l'autre côté, dans le centre, le littoral, ou bien l'ouest, ces régions qui sont vraiment scolarisées, on se retrouve avec quelqu'un qui a 14 de moyenne, mais qui est mis de côté par ce prisme
du quota, et équilibre. Alors, il faut préciser que les quotas, ce n'est pas une invention. Hein. Oui, c'est bien inscrit dans les lois. Ces quotas ont été instaurés par un arrêté du 4 août 1982, il y a près de, en tout cas 82, et réaffirmé dans les décrets du 25 juin 90 et du 20 août 92. Ces textes précisent les modalités d'application de l'article 55 relatif à la répartition des places par région. Ce n'est pas une invention. C'est vrai, ce n'est pas une invention. Oui. Mais avec le programme, l'évolution de la science, tout, il faut revoir cela. Peut-être maintenir tous les quotas équilibre, mais que les critères changent. C'est-à-dire que si on devait accorder 30% pour les quotas et équilibre, que le 30% là passe même à 10 ou 15%. Parce qu'en réalité... Et que le mérite soit à 70%. Que le mérite soit à 70%. Maintenant, on regarde cette affaire de quotas. Mais maintenant, au niveau de l'administration, on ne peut pas gérer efficacement les quotas comme au niveau des concours. Au niveau des concours, parce qu'on ne peut pas satisfaire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que demain, si la Ligue revenant encore à obtenir le poste de président du procureur de la Cour suprême, au moment du remaniement, on peut mettre tel ministre, à un moment donné, ils vont demander des ministères de souveraineté. Donc, ils ne seront pas satisfaits. Donc, à tout moment, chacun demande. Alors, on a donc deux aspects, ces demandes qui viennent des régions et les quotas qui sont institués dans notre pays. Je précise que ces quotas-là, la Damawa pour les concours, à 5%, le centre, 15%, l'Est, 4%, l'extrême nord, 18%, le littoral, 12%, le nord, 7%, le nord-ouest, 12%, l'ouest, 13%, le sud, 5%, le sud-ouest, 8%. Ça veut dire que le dernier, c'est l'Est alors. 4%. Vous voyez Jean-Jacques, cette approche-là, le 4% que vous dites de l'Est là, une certaine partie en termes de population, pendant qu'on le fait, pourquoi dire qu'il faut actualiser cela. Peut-être il y a 20 ans, l'Est avait telle population, en termes de scolarisation, ce n'était pas le cas. Et ça explique par moment des gens même qui n'aimaient pas l'école. Vous allez voir le gars qui a eu la chance, nous avons eu la chance d'être avec des gars. Est-ce qu'on doit toujours fonctionner avec cela, Benoît Feu-Dieu? Je vais tout d'abord dire que je suis souvent gêné lorsqu'on fait une revendication sur le prisme communautaire. Mais tout le monde le fait. Non. Et on se rend compte que ça marche. Il faut déjà présenter ma jeune sur ce plan-là. Et dire que je suis tout à fait d'accord, et c'est normal qu'un groupe communautaire puisse solliciter plus d'opportunités que ce qu'il s'en dispose. Surtout qu'il ne doit pas réclamer pour l'autre. Parce que je vais dire ici que la dame qui a été nommée remplaçait aussi Jodo. Jodo n'était pas de la Ligue qui était de Mbameki. Non, elle était de la Ligue, mais lui, il a remplacé quelqu'un qui était de Mbameki. D'accord. Donc ça veut dire que le poste de président de la Cour suprême n'est pas réservé à la Ligue. Donc il a remplacé aussi quelqu'un qui venait de l'autre département. Donc c'est tout à fait normal qu'une personne quitte aussi d'un autre département pour remplacer. Je ne voudrais pas trop revenir sur ce que le copanaliste dit, parce que vous savez, dès qu'on prononce le nom de Paul Biya, on entre en transe. Quand on dit que Paul Biya est en train commence à appliquer ce qu'il a dit sur son discours, on entre en transe directement. Non. Est-ce que vous avez vérifié pour voir que madame était la seule magistrat, je crois, 4e grade à la Cour suprême? Non. Il y a qui d'autre? Non. Michel Engendouine. Il y a même, ils sont même nombreux. Non, il faut laisser ça. Apprenez à ne pas toujours critiquer ce que Paul Biya a fait. C'est un choix du président. C'est un choix du président de la République. De répondre à son discours. Oui, c'est tout. Ça peut être pour... Bref, puisque l'intention... Lorsqu'on propose déjà une vision, ça veut dire qu'on a déjà commencé à travailler cette vision. Quand il vous dit je vais faire telle chose, vous, quand vous enquêtez, vous voyez qu'il a déjà commencé à faire. Un dessert. Bon, maintenant. Pas comme je l'avais prévu. Non. Un dessert. Un dessert. Il y a des dizaines de personnes qui pouvaient remplacer le décédé. Mais alors, là n'était pas le débat. Je suis donc dans cette revendication pour dire je ne suis pas tout à fait d'accord là, même si je suis également clément du fait
fait que chacun peut revendiquer avoir plus d'opportunités. Je ne voudrais même pas faire l'état des lieux, je ne voudrais pas faire les comptes ici comme a fait, vous avez dit un internaute, je ne voudrais pas faire ces comptes ici, ça ne nous sert à rien. Je suis de ceux qui pensent, effectivement, comme a dit ici même le copanéliste, c'est que on ne peut pas gérer un pays forcément dans ce genre de partage. En disant, bon, là-bas, il faut donner tel, il faut à tout prix, Il est vrai que c'est ça qui permet aussi de gérer les équilibres, surtout politiques, mais toutefois, on ne peut pas se focaliser dans cette distribution-là des postes. À un moment donné, le mérite compte. Il y a le mérite qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Maintenant, tout au contraire du quota qui est appliqué pour les équilibres régionaux. Je voudrais d'abord, pas rectifier forcément, juste essayer de rappeler quand même que le concours où on applique le quota, il faut que les téléspectateurs sachent que pour réussir un concours administratif dans l'administration, il faut avoir minimum 12 de moyenne. D'abord, quel que soit, c'est-à-dire avant d'appliquer le quota là va d'abord à partir de 12. Ça veut dire que si vous présentez un concours dans une grande école ou un concours dans l'administration, pour que vous soyez reçu, vous devez avoir au moins 12 sur 20. Alors, ce qui fait que lorsqu'on applique les quotas, il arrive souvent, vous avez parfois déjà suivi les remous dans certaines régions qui revendiquent leurs quotas. Or, il s'est avéré que lors de la correction, on se rend compte que dans cette région, on n'a pas ceux qui ont atteint 12. Quand il n'y en a pas, on prend donc ce manque-là, on envoie dans d'autres régions. Ça, c'est comme ça. Ce n'est pas dit que, lorsqu'on dit, ce n'est pas une façon de récompenser à telle enseigne que si nous n'avons pas, si on va vous donner 10 places et qu'il n'y a pas les 10 qui ont au moins 12 de moyenne, on prend les 4 de moyenne. Non, il faut que le mérite soit d'abord là. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je dis non. La politique d'équilibre régional, oui, je peux également être d'accord qu'il faut toujours réactualiser parce que le monde est dynamique. Les méthodes qu'on a appliquées dans les années d'indépendance, qu'on a appliquées il y a 30 ans, 20 ans, sont en train d'évoluer. On a aujourd'hui même les réseaux sociaux qui n'existaient pas. Les développements essaient d'aller vers tous les coins aujourd'hui. On développe, on crée des grandes écoles partout. Donc, on peut améliorer. Mais on ne peut jamais écarter les quotas parce que c'est ça également qui permet de gérer les équilibres. C'est ça. Sinon, c'est que vous risquerez d'avoir des fonctions où on ne trouvera qu'une seule région ou deux. Non. Et ça, si ça va poser un problème. Et si elle est méritante? Non, elle est méritante. Je vais vous dire une chose. En dehors de la méritocratie, il y a aussi la stabilité du pays qui compte avant tout. C'est-à-dire qu'il faut... Parce qu'on a conditionné le pays à ce que si nous on n'est pas là, ça touche, ça peut créer l'instabilité. C'est un construit finalement. C'est pour ça, M. Jean-Jacques, que j'ai d'abord donné les principes qui sont d'abord utilisés. C'est-à-dire, il faut d'abord avoir 12 de moyenne en termes de concours avant d'être placé dans l'équilibre. Si la région n'a pas de candidats qui ont 12 de moyenne, cette région va perdre. Et on a eu ce problème même au niveau de l'enseignement secondaire. C'est que lorsque le quota d'une région n'est pas totalement pourvu, les places disponibles sont redistribuées entre les régions appartenant à un même groupe géographique. C'est ça. Le premier groupe est composé d'Adamawa à l'extrême nord et le nord. Le deuxième groupe regroupe le centre, sud et l'est. Le troisième comprend le littoral et l'ouest. Le quatrième et dernier groupe réunit nord-ouest et sud-ouest. Donc il y a cette répartition qui peut se faire. Sauf que le pourcentage est quand même assez vieux. On n'a pas avancé. On est à 5%, pour la Adamawa 4% pour la région de l'Est. Jean Jarzé. Ces pourcentages-là tiennent compte de plusieurs paramètres. Oui. Parfois, il y a la démographie qui joue dans ça. Il y a certaines possibilités. Donc, il y a tout un ensemble de choses qu'on réunit pour analyser ces pourcentages. Et quand vous voyez, comme je venais de prendre cet exemple, jusqu'à une certaine date, certaines régions que je ne peux pas citer ici, n'étaient pas capables de produire ce pourcentage-là.
c'est-à-dire sur tous les concours mélangés, pour arriver à monter ce pourcentage dans certaines régions. Je dis un passé pas très lointain, on a eu des remous dans une région par rapport à un concours à l'enseignement supérieur, où cette région a protesté énergiquement. Donc, c'est pour dire que, quel que soit le cas, moi j'ai l'habitude de dire, et comme vous aussi, que nous avons dans tous les cas les bons tests. Même si on ne peut pas le dire qu'ils sont généralement respectés tels qu'on aurait voulu, parce que même des équilibres régionaux, bon, on y arrive souvent à voir des petites tricheries où des gens font tout pour qu'on se retrouve à la reproduction peut-être sociale. Ça, on connaît également ça. Mais ça ne veut pas dire que la loi en elle-même, elle est mauvaise. Elle est une très très bonne loi et c'est ça qui permet de contribuer à l'unité nationale. Et je sors en disant, ces quotas, effectivement, doivent être réactualisés. Réactualisés parce que même la gestion du pays a changé. Aujourd'hui, on est dans la décentralisation. Et dans une décentralisation poussée, bien établie, répond à beaucoup d'autres problèmes qui se posaient avec les quotas et la distribution des postes. Aujourd'hui, avec la décentralisation, on permet à chaque région, n'est-ce pas, d'être assez autonome et de définir sa politique de gestion de ses ressources. Adelin Mathurin et Bengue, merci de nous retrouver. On a compris que les embouteillages ne vous ont pas lâché. Et on a quand même tenu à ce que vous arriviez parce que c'est votre jour d'anniversaire aujourd'hui. On ne voulait pas vous refuser cela. Même si le gâteau n'est pas encore là. Bonsoir et bienvenue et joyeux anniversaire. Merci Gisèle, bonsoir à tous les copanélistes. C'est un réel plaisir pour moi et un grand honneur de m'asseoir à côté des éminences pour essayer de parler d'un sujet très sensible qui fait parfois des mécontents dans notre société. Vous êtes là, vous êtes secrétaire exécutif du MOCAF qui défend les acquis du renouveau. C'est pour informer Monsieur Fomo sur votre identité sur ce plateau. On parle de cette politique des quotas et d'équilibre régional. Est-ce que ça ne devient pas une pierre dans le caillou dans nos chaussures? Bon, il faut que d'entrée de jeu, tout le monde sache que tous les gens des autres régions sont des Camerounais. Et tout le monde mérite parler des affaires de notre nation. Donc tout le monde a part au chapitre. Maintenant, il faut aussi qu'on comprenne qu'il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en jeu. Par exemple, la démographie, l'exode rural qui ne fait qu'envahir des zones où on a aujourd'hui des enfants qui sont nés à Yaoundé et Douala, qui ne connaissent pas leur village. Oui, leur carte d'identité disent qu'ils sont nés à Yaoundé et Douala. Donc, ils se considèrent comme Yaoundéens et Douala. Alors, il peut arriver, donc, lorsqu'on veut repartir, quand on va lui dire que non, lui ne doit pas parler des affaires de Yaoundé, il doit aller parler peut-être les affaires du Nord ou de la Damawa. Il n'y est jamais allé. Ça devient compliqué. Il faudrait que les forces, les pouvoirs publics puissent voir ça. Et il y a également le fait, quand on parle, c'est parce qu'on va dire d'autres régions ont des moyennes basses où il faut essayer de rééquilibrer. Il faut comprendre qu'à Yaoundé, il y a des établissements au kilomètre carré où tout le monde peut y accéder facilement. Et donc, naturellement, le niveau d'éducation doit être plus développé. Devrait être plus développé que celui qui est à l'extrême nord ou à l'est. Ou à l'est de pouvoir. Donc, il faudrait qu'on essaie de voir, même si on a demandé 12, et que ce n'est pas pour encourager le manque de mérite, mais il faudrait contenter tout le monde, puisqu'ils n'ont pas le même avantage au départ. Ce qui signifie qu'un enfant qui sort de Mindourou, qui vient faire le concours de l'ENAM avec un enfant d'une Foundi, mais on doit tenir compte qu'il sort de Mindourou, il a eu ses 10 et comme la région de l'Est a droit et qu'il remplit, il est parmi les 10 élèves par exemple qui ont eu ses 10 de moyenne. Qu'on ne prenne pas son quota pour dire qu'on n'a que 10. On n'a que 10 alors qu'on va attribuer non. Alors que lui il est là où il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la route, il n'y a pas les enseignants. Voilà. Oui. Et c'est même avec cela que lui-même il ira développer son village, puisqu'il viendra voir comment ça se passe, il est en train de retransposer ça. C'est certainement à ce moment qu'il pourra discuter des affaires, par exemple dire il faut envoyer des écoles à proximité pour que beaucoup d'élèves au niveau du village puissent accéder à cette bonne éducation et limiter
et contenir un tant soit peu l'exode rural. Je crois que et contenir un tant soit peu l'exode rural. Je pense qu'on devrait prendre ça. Et ce n'est pas pour cela qu'on devrait considérer que c'est un aveu de faiblesse. Mais moi, j'estime même ici que lorsqu'on prend pour une région pour envoyer à l'autre, c'est de la mafia. Moi, je peux être là. Qu'est-ce qui a prouvé que les enfants de l'autre côté n'ont pas atteint les 12 Oui. Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas atteint les 12? Si on a déjà dit que vraiment les gens... On reste à ce niveau parce que le pourcentage est d'ailleurs même très bas, comme à l'Est où il faut 4%. 4%. Oui, il est très bas par rapport à la population de l'Est quand on sait qu'il y a des génies à l'Est et ils n'ont pas les mêmes conditions que nous. Qu'on les laisse. Ça ne sert à rien de dire que non, comment il faut encore envoyer un peu à Kololinga. Non. D'accord. Bonsoir, monsieur le journaliste Jean-Jacques Zé. Le Cameroun s'enfonce chaque jour un peu plus dans le sous-développement à cause de cette triste politique d'équilibre régional. La politique de la méritocratie est indispensable pour sortir ce pays du sous-développement, car elle écarte ipso facto la corruption et le tribalisme qui riment parfaitement avec l'équilibre régional. Gabriel Michel Tchougem, qui est d'abord enseignant, syndicaliste, leader d'opinion à Yaoundé, il vient souvent partager ses réflexions avec nous ici. Bonsoir, les hommes des médias, j'aime vraiment votre émission, mais il y a une rubrique qui vous ne voulez pas parler de ça. Et c'est une réalité qu'on vit au Cameroun, notre beau pays dans le concours au Cameroun. Il faut avoir l'argent, même si le candidat n'a pas de niveau, il va passer le concours. Et réalité, on paye le concours au Cameroun, on ne le passe pas. Merci, vous voyez que vous avez dit, et on a lu ce que vous avez dit, bon, parce qu'il faut l'anecdote sur laquelle reposent les revendications de la Liké, c'est une histoire selon laquelle en 92, les mystiques de ce département auraient empêché M. Nidjon Froundi de fuir avec le pouvoir présidentiel. Et depuis cette date, ce département est devenu un acteur notable du règne de M. Biya. Vérité ou mensonge, on n'en sait rien. Que le monsieur du RDPC nous explique d'où vient l'arrogance de ce département, parce qu'il faut se plaindre de la répartition des postes de haut commis. La région de l'Est va pleurer pendant 10 ans. Vous n'avez pas signé. Et moi, je suis d'accord là maintenant. Bonsoir. Le Cameroun est un pays de honte avec cette histoire des concours, notamment à l'INAM. Comment peut-on comprendre les candidats à 8e, 9e et 10e admissibilité, mais toujours rejetés à l'oral? Prenez les 5 dernières admissibilités, vous verrez cela. La loi sur l'équilibre n'a aucun problème, mais le véritable problème réside dans la corruption qui pourrait gangréner tout cela. Il est d'accord pour la loi, mais il a peur justement des pratiques de corruption et autres qui pourraient s'y infiltrer. Bonsoir, et à tous les grands invités. On peut satisfaire tout le monde, mais pas en une fois. Un ministre peut faire 4 ans au poste, et un DG 6 ans, etc. Mais quand un seul individu fait 30 ans à un poste, voilà pourquoi les autres trouvent la difficulté. Faites des calculs. Émile Zola, bonne émission. Merci Émile Zola pour cette contribution. Monsieur Fomo, on revient à vous sur cette question. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce que le Cameroun doit s'accrocher à ces textes de 82? Non, je pense qu'on fait autrement. La vérité, c'est que l'équilibre n'a pas d'équilibre. Parce que l'objectif de l'équilibre, c'est de rééquilibrer. Ah, d'accord. Mais on a institué un équilibre qui ne permet pas d'équilibrer. En fait, c'est une escroquerie politique. Parce qu'à la vérité, je suis du ONCAM. L'année dernière, les élèves de la terminale C ont fini toute l'année scolaire sans professeur de mathématiques. Pour aller à Bangwa, actuellement, où je vous parle, ce n'est pas évident parce que c'est l'état de la route. Actuellement, les élèves de terminale A ont du pouvoir avoir les enseignants de philosophie et de français. Vous imaginez un élève de terminale A à Bangwa qui ne peut pas avoir un enseignant de philosophie et un enseignant de français. Mais je suis Bangwa, je fais mon cursus. Je ne dis pas que je l'ai fait. J'ai fait effectivement mon cursus à Bangwa. Mais je prends le cas de celui qui fréquente à Douala. Et on doit aller à un concours. Comme nous venons tous de Bangwa, on dit que non, on doit nous mettre du même côté. Vous voyez qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Je sors de Bangwa, là on a du mal à avoir un enseignant de mathématiques, un enseignant de français, où on finit les années souvent sans voir un professeur d'informatique, où on finit l'année, certains on fait tout leur cursus secondaire sans voir à quoi ressemble un ordinateur. Et au moment où on doit faire le concours, comme je sors de Bangwa, on prend le Bangwa qui est de Douala,
On prend le Bangwa qui est de Yaoundé, qui a Bangwa. fréquenté à l'éclair et autres. Nous sommes Bangwa et on doit aller en compétition. Il y a une escroquerie là-dedans. Je pense qu'il faut mieux faire. Premièrement, parce que je pense que l'équilibre géographique est idéal. C'est-à-dire qu'on juge chacun. Parce que le but de l'équilibre, c'est que l'État est conscient. Du moins, nous avons copié. Ceux qui l'ont adopté sont conscients que le niveau d'alphabétisation n'est pas le même partout. Oui. Et on estime que si on met tout le monde, ceux qui ont 2 lycées dans tout le département et ceux qui n'en ont même pas, et ceux qui ont 2 lycées au mètre carré, si on les met au même niveau, il n'y aura pas mal, puisque ceux-là vont remporter, c'est une évidence. L'objectif de l'équilibre est donc de permettre à ceux qui n'ont pas eu accès au même niveau d'éducation d'avoir voix au chapitre, ce qui est de la gouvernance de la République. C'est pour ça que les équilibres, ces équilibres ont été trouvés dans d'autres environnements, pour permettre à tout le monde d'avoir accès. Sauf que chez nous, on l'a copié et puis on n'a pas pu l'adapter. Parce que le problème du Cameroun, c'est sa difficulté à domestiquer les choses qu'il prend ailleurs. Nous, on prend un truc, notre contexte, on s'en fout, on fait ça en France, on doit faire ça au Cameroun. Je pense que l'équilibre géographique est l'idéal. C'est-à-dire qu'on doit prendre des gens en fonction de là où ils ont fréquenté. Puisque l'objectif est de permettre à celui qui n'a pas eu accès aux meilleures conditions d'études de pouvoir entrer dans des cercles d'élite. On ne peut pas non les prendre sous prétexte. Moi, par exemple, je suis de Bangwa, mais je m'appelle Fomo. Quand je dis à quelqu'un Fomo, a priori, il ne voit pas Bangwa. Donc, il y a la question de brassage qui s'est fait de telle sorte que la probabilité, même qu'on se trompe sur l'origine des réels des gens, est élevée. Puisque l'État se base sur quoi? Origine. On a mis sur mon acte que Bangwa, machin. Je peux avoir un nom Bangwa, un nom de Tchan et autres, alors que je viens de Bangwa. C'est pas comme ça. Non, je veux dire que le brassage fait que se fonder sur des questions d'ethnie et machin, ça devient très compliqué. Le brassage ne permet plus d'aller à ce Dans niveau. l'équilibre géographique, On doit aller à l'équilibre en compte géographique. les conditions dans lesquelles les gens ont réussi On doit mettre les gens en compétition oui. en fonction des conditions dans lesquelles ils ont étudié. Si on doit dire que tel quota revient à l'Est, on doit regarder ceux qui ont fréquenté à l'Est et non ceux qui sont originaires de l'Est. C'est-à-dire que quand on veut m'évaluer, on dit que l'Est a droit à 10, on doit évaluer, prendre les gens dans le concours en regardant plutôt leur parcours. Ils ont fréquenté où? C'est un type qui a Je vais dire quelque chose 10 qui est à important. Molundu. S'il avait été dans les bonnes conditions, Il aurait pu avoir il 15. aurait peut-être, oui. Non, je veux dire qu'il faut passer à l'équilibre géographique. Oui. Positionner les gens en fonction de là où ils ont étudié Non, il y a et des- non en fonction de leur origine ethnique. Parce que quand on dit que la Léquier revendique, il ne revendique pas pour les Bamileke qui sont dans la Léquier. En principe, ça devrait être que ceux qui ont fréquenté dans la Léquier estiment qu'ils Il y ne a sont des- pas... il y a D'accord, deux il faut choses passer à sur- l'équilibre Benoît géographique. voulait préciser quelque chose. Il y a deux Allons-y. choses sur lesquelles je ne voudrais pas qu'on se perde. Et c'est pour ça que je vous ai dit ici que la détermination des quotas là, était une très longue étude. C'est-à-dire, on est en train de sembler aller à côté même. Le quota ne voudrait pas dire qu'il y a une région qui ne produit que des cancres qu'il faut prendre pour mettre dans l'administration. Ça, il faut que ce soit clair. Mais le quota veut dire qu'il y a une région qui ne produit pas assez. Il y a une région On dit aujourd'hui que l'Est effectivement, ne produit pas qu'on assez. pourrait dire En qui ne 2025. produit pas. Non, Assez. non, calmez-vous d'abord un peu, Jean-Jacques. Calmez-vous. D'accord, Je je calme. dis d'abord, il faut rectifier ceci. Calme. Le quota que vous voyez là, ce n'est pas un exercice pour repêcher les cancres. Ce n'est pas On n'a jamais l'idéal dit de ça, Coca. Oui. Alors, donc sachez, c'est pour cette raison que j'ai commencé d'entrée de jeu ici à vous donner la moyenne requise pour entrer, pour passer un concours Que personne n'a mis qui en place. est 12. Ça veut dire que quand vous avez 12, vous êtes méritant. Mais par contre, on sait que avec le travail, les Camerounais sont trop intelligents. Il y a ceux qui brillent les 18, les 19. Et si on s'en tient seulement à ceux-là qui brillent, C'est la justice, non? alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans la On méritocratie. risquera de se La retrouver méritocratie. dans un pays où c'est 2 régions ou 3 qui gèrent tout, qui occupent toutes les fonctions.
Et c'est pour ces raisons qu'on dit, quand vous avez déjà le mérite, parce qu'à partir de 12, vous avez le mérite, vous passez. Donc, je voulais d'abord évacuer que ce n'était pas un exercice pour... Non, la question de base, c'est que... Est-ce que l'État n'a pas fui sa responsabilité? Non, l'État n'a pas fui, je continue. Si on avait créé les conditions, les mêmes... Pour tout le monde, on ne dirait pas qu'il y a des gens qui peuvent avoir 12... Monsieur Jean Jarzé, s'il vous plaît. Parce que le système éducatif n'est pas supposé produire des cancres. S'il vous plaît, j'ai pris un exemple, je n'ai pas voulu trop citer. J'ai pris un exemple d'une région dans un passé très récent qui revendiquait ses places dans un concours à l'enseignement supérieur. Pourtant, dans le timing, on n'a pas pu trouver ce nombre-là. Nous sommes là en 2022. Ça veut dire que même les conditions là sont déjà là. C'est pour ça que j'ai dit ici que dans ce quota-là, ce n'est pas un problème, même, ça va au-delà de tout ça. Il y a aujourd'hui même des universités qui sont créées partout, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit enlever ça pour dire, comme il y a les universités partout, les gens doivent produire les mêmes choses. Parce que quelqu'un qui va faire un concours... Attendez, je vous dis. Quelqu'un qui va faire... Je vais vous dire ceci. Ce qu'il doit faire. Je vous donne un autre... Qui commence par équilibrer au niveau des infrastructures. Monsieur Jean-Jacques. Oui, allez-y rapidement. Je vous donne un autre volet du quota. Nous avons plusieurs concours. Nous avons le concours, par exemple, à l'ENAM, où nous avons les magistrats, les contrôleurs de prix, les administrateurs civils. Nous avons d'un côté l'école normale avec les enseignants, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on dit le quota? Ça veut dire que lorsqu'on fait le concours de magistrats, il faut qu'on ait les magistrats de l'Est, on ait les magistrats de l'Ouest, de littoral. Quand on fait le concours de l'école normale, il faut qu'on ait les enseignants de l'Est et du Sud et de ceci. Par contre, je vais vous dire, on peut lever le quota. Vous risquerez de voir une région qui entre tous à l'ENAM et une autre qui entre tous à l'école normale pendant que... Pourquoi? Non, c'est clair, c'est le mérite. C'est le mérite. Non, ne donnez pas l'impression qu'il y a une école pour les ennemis ou bien les... C'est vous qui êtes en train de parler. On a l'impression qu'il y a des ennemis plus intelligentes que les autres. Vous êtes en train d'aller, vous êtes en train de vous n'êtes pas finalement écouté. Non, je sors en disant ceci. Je sors donc dans le second plan en disant, il a pris un exemple, qu'il est Bafang. Il est Bawang, machin. Bon, et qu'il y a certains de ses frères qui font l'école sur place et d'autres qui font dans la région du centre ou du littoral, qui sont supposés être mieux formés. Ici, là, c'est un autre pan du problème. Doul qui est en train de se résoudre avec la décentralisation. D'accord, on est d'accord. Ça veut dire, quand vous êtes Bawang, vous quittez de là pour venir dans le centre, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus Bawang. C'est le Bawang qui a envoyé ses fils. Par donner l'égalité de chance au niveau de la formation à tous. L'État ne se serait pas retrouvé dans cette situation si on avait permis à tous les jeunes Camerounais, là où ils se trouvent, d'avoir une bonne qualité d'éducation. Effectivement, moi, mon point de vue maintenant, c'est que je pense que l'État est fait même. Il faut semblant. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui marche. Je prends l'exemple du recrutement des billes. On dit aujourd'hui, c'est à la région du Sud. Vous irez concourir là-bas. On recrute les meilleurs, on garde. On dit l'État prochain, c'est telle région. On va. Pourquoi ne pas faire ça avec les autres concours? On serait quitté de ce problème. C'est la même chose. On dit que, bon, les NAM, on a composé sous-centre Est, région de l'Est. Voilà les admis. On peut avoir plusieurs gens du centre à l'Est. On dit région de l'Est, ils ont composé à Berthois, tous. Voilà les admis. On sait que c'est la sorte de l'Est. Comme lors du recrutement militaire ou du BI, où on appelle toute la région, on se retrouve à Berthois. Ils font des courses, ils font toutes ces manœuvres et on retient les meilleurs. Alors, on reprend donc tous ces gens. On les envoie à l'école de formation où là-bas, ils auront un brassage culturel où ils vont apprendre des gens, ils vont se passer des connaissances et moi, je pense que ça va résoudre définitivement ce problème.
Pour mieux comprendre la politique des quotas et l'équilibre régional, il faut faire une comparaison avec les qualifications de la Coupe du Monde. L'Afrique et ses quotas, l'Europe a ses quotas, l'Amérique, ainsi de suite. Imaginons un peu si ces quotas, d'autres continents risquent de ne pas y participer, Ali le calife. Mais pour dire que si on a au même niveau d'investissement et d'engagement qu'en Afrique ou ailleurs, on peut penser également au mérite. Je salue aussi tous les invités. Je doutais de cette histoire d'équilibre régional avant d'être affecté à l'extrême nord. Mon frère, je te jure que si on décide de prendre 10 de moyenne aux examens, on n'aura jamais 20% à l'extrême nord. Excusez-moi de blesser la sensibilité des uns et des autres, mais j'ai des gens qui disent que c'est des extrêmes. Hein. Quand vous rencontrez quelqu'un de l'extrême nord qui est intelligent, alors là, c'est tout. Mais la question est celle de l'investissement pour leur donner un bon niveau. Vous êtes là-bas. Est-ce que le jeune là-bas a les moyens nécessaires pour être bien formé et être compétitif? C'est pour cela que je ne peux pas être d'accord avec le patriarche, le copanéliste qui pense que il faut qu'on redistribue les quotas des gens. Et l'autre copanéliste qui dit qu'il faut faire à l'extrême nord. On peut bien faire un examen à l'extrême nord et avoir 90% des gens qui viennent du centre. Hein. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas parce que les examens se passent à l'extrême nord qu'on aurait seulement les enfants de l'extrême nord. Je pense qu'il y a une question fondamentale. C'est que l'État a abandonné sa responsabilité qui est d'éduquer les Camerounais. Parce que si les gens pensent qu'à l'extrême nord, on peut avoir à un concours, on peut manquer les gens qui ont dit de moyens. Enfin, on questionne la responsabilité de l'État qui est celui de l'éducation. Voilà. Ça ne veut pas dire que les enfants là-bas sont bêtes. En fait, nous sommes nés tous au Cameroun dans les mêmes conditions. Voilà. Mais c'est que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils aient le même niveau de formation que les autres qui sont à Douala ou à Yaoundé. Et c'est l'exemple que j'ai voulu, j'ai utilisé avec Bangwa pour expliquer que le grand frère n'a pas compris. En fait, je dis que un enfant qui n'est pas dans les mêmes conditions d'éducation, vous ne pouvez pas attendre d'eux les mêmes rendus, le même résultat. Vous ne pouvez pas les mettre en compétition, c'est une injustice. Non, ce n'est même pas si vous voyez la compétition. Moi qui ai fréquenté à Douala, avec mon frère, toujours Bangwa, qui a fréquenté à Bangwa, il y a injustice déjà au départ. Parce que lui, les chances pour qu'il atteigne au niveau sont presque... C'est dans la famille. Ce n'est pas une compétition familiale. J'aurais pu prendre l'Est et le Nord. Beaucoup plus pratique pour que les gens puissent comprendre. Il va t'expliquer ça que va compléter. Oui, allez-y, Franklin. Bon, ce que j'aimerais dire, que nous soyons à Bashingou chez moi ou à Yaoundé, nous sommes censés avoir la même école. C'est ça la base. Ça, c'est la base. Ouais. Il n'y a pas deux types d'écoles normales. Le professeur qui enseigne à Bawang est formé autant que le professeur qui enseigne au lycée. Est supposé, hein? Non, je vous dis. Oui. On n'est pas formé, est supposé. Oui. Non, je dis, moi j'ai fait l'école normale. Il n'y a pas l'école normale. Il n'y a pas l'école normale supérieure pour enseigner au lycée général Leclerc et l'école normale supérieure pour enseigner au lycée bilingue de Bashingou chez moi. D'accord. Je veux qu'on comprenne cette base-là. Sauf que la question de Bashingou, c'est est-ce que l'enseignant est là? Est-ce qu'il a les conditions? Tout Bama a 55% de temps. Nous, le reste, c'est les gens qu'on peut avoir. On peut avoir problème. Il faut aller dans le principe, non dire que on peut avoir problème d'enseignants. Même dans les grandes villes, il y a problème d'enseignants. Ce n'est pas seulement dans... Et dans les coins retirés, il y a problème d'enseignants. Mais davantage dans ces coins. Oui. Et il y a dans ces coins... Et on mais maintenant, je ne veux pas prendre ce pan-là. On a assez épilogué sur l'équilibre au niveau des concours. Mais maintenant, le pan que moi je vais sortir, c'est... Est-ce que maintenant, étant formé, sorti de l'école normale, sorti de l'ENAM, sorti de la faculté de médecine, avec ces critères de quotas et autres, sorti de tel concours, est-ce que pour les nominations, par exemple, de préfet, de sous-préfet, de gouverneur, de proviseur, de directeur d'administration centrale, de directeur de chef d'hôpital de district, est-ce que ce même quota est appliqué dans l'attribution des postes de responsabilité? Non, la réponse, c'est que la nomination, la réponse simple, c'est que la nomination relève d'un pouvoir discrétionnaire. Et le concours, d'un quota. Oui, mais en discrétionnaire. Celui qui a le pouvoir discrétionnaire, il fait que le Sud a 5% des quotas. Il ne doit pas nommer 15 ministres du Sud. Je dis, restons sur la discrétion du pouvoir.
mais dans sa il ne discussion, faudrait pas hésiter cela. C'est qu'il a eu un peuple métissé. Oui. Non, il va nommer 60. il doit le savoir. La loi encadre son pouvoir discrétionnaire. Il le fait. La loi encadre. Si à l'Est à 4%, il faudrait que la loi encadre que l'Est ait 4%. Ça, c'est la nouvelle loi. Non, non, pas la nouvelle loi. Il faudrait que la loi également encadre que l'Est ait 4% des préfets. Que le Sud qui a 5%. Que le Sud ait 5% des préfets. Que le Sud ait pas 5%. C'est la nouvelle loi que vous proposez, non 5% d'entrée à l'ENAM et 30% des préfets. Ça, c'est la nouvelle loi que vous proposez quand même. Non, nous, Ça relève la logique. la logique, il faut la nouvelle loi. Voilà le temps où moi je... Oui, non, la logique voudrait que Parce que finalement, le pourcentage qui est parce que finalement, dans l'intégration, que ce soit le même pourcentage. Comme il dans les fonctions de l'intégration. C'est C'est ça qui serait logique. Qui serait logique. Il y a un élément qu'on ne se comprend pas toujours avec mon copanéliste. Je dis, vous êtes ressortissant de Mbawan, vous êtes dans le centre, vous faites une formation. Vous êtes mieux formé que celui qui est à Bawa. Il n'en demeure pas moins que vous soyez de Bawa. Et ce Bawa qui est en train de se développer en vous envoyant faire les bonnes écoles. Bonsoir. Donc c'est ça la logique de quota. Ce n'est pas une compétition familiale où vous devez voir si on a pris votre... Si je viens à Douala fréquenter, ça veut dire que j'ai eu des parents qui pourraient payer l'école à Douala. Oui. Ce que vous créez en faisant ce que vous donnez l'impression qu'il suffit d'être simplement Bangwa, c'est qu'il y a une casse de société qui va se créer à Bangwa. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont eu les moyens d'envoyer les enfants fréquenter à Douala qui auront la possibilité. Non, vous allez régler ça en famille là-bas. Non, c'est une affaire de famille. Ça c'est un Merci, docteur Gérard. L'égalité de chance doit être pour tout le monde. Docteur Gérard Ouono depuis Mora qui nous a envoyé ce message-là pour dire justement que, mon frère, je te jure que si on décide de prendre 10 de moyenne aux examens, on n'aura jamais 20% à l'extrême nord. Excusez-moi de blesser la sensibilité des uns et des autres. Vous êtes enseignant, hein, relevez le niveau. Le niveau n'est pas bas. Il est inexistant dans certains établissements dont je préfère taire le nom. En entrant de 6e, 5e, il ne peut pas écrire son nom. Tu regardes la copie, tu cherches où lui donner un point. Tu ne vois pas comment un enfant d'ici peut-il compétir avec un élève du centre, du sud, littoral et autres. Parfois, c'est pas faute d'enseignants ni d'élèves éveillés et d'intelligents, mais plutôt de la mentalité de la zone. Donc peut-être les raisons culturelles. Les élèves ne viennent pas en classe le jour du marché. Ceux qui parlent de l'extrême nord étant à Yaoundé ne peuvent pas comprendre. Venez toucher du doigt docteur Gérard Ouono depuis Mora qui nous envoie ce message-là. Et vous dites que vous êtes d'accord. Ça veut dire que si on ne peut pas inverser la tendance, on a un problème. Est-ce qu'on va les garder éternellement dans ce niveau? Parce qu'on dit qu'il y a la culture, il y a le marché. Oui, puisque... il y a la chasse, il y a la pêche. Est-ce qu'on va plus au champ à l'ouest qu'à l'est? Non, ça je refuse. Jean-Jacques, je ne peux pas être d'accord avec ça. Je pense que c'est une question d'information. On va sortir les gens. Il n'y a pas les gens qui ont été affectés, par exemple, à l'extrême nord, qui pleurent, qui te disent, j'arrive dans la salle de classe le matin. Il y a des périodes où les enfants partent suivre le troupeau, même si tu fais quoi. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est culturel. C'est culturel. Ça veut dire qu'ils viennent à l'école. Et ce n'est pas qu'ils sont bêtes. Ce n'est pas qu'ils partent suivre parce qu'ils sont bêtes. C'est culturel. À Kribi, les gens qui peuvent aller à la pêche. À Douala, c'est clair. Mais ça n'empêche pas que... Il y a une activité qui a... C'est ce qu'il faut comprendre. Non, chaque localité a son activité principale, mais ça n'empêche pas qu'il y ait l'activité au niveau de l'école. C'est différent de la culture. D'accord, on est parti. L'émission, on fera le tome 2. On est toujours de tout cœur avec le professeur Pascal Mesanga Nyamding. On vous rappelle justement que mercredi, il y aura une messe à la mémoire justement de la maman qui nous a quittés. Le professeur Pascal Mesanga Nyamding, ses sœurs, les enfants, les époux, son épouse, ses enfants, la famille Pascal Mesanga, la grande famille Mvok Namié à Monatele, la famille Ntone Mukuri à Akwa, la grande famille Bona Beke à Yabassi, la grande famille Edzoa Darala à Yaoundé ont eu la douleur de perdre leur maman, belle-mère, grand-mère, fille, sœur,
belle-sœur et petite-fille, la princesse matriarche Augustine Ebene Mesanga, épouse Ntone Mukuri. Ce mercredi 26 novembre, c'est-à-dire demain, une messe de recueillement se tiendra à leur domicile familial à Akwa, Bonakwamouan, derrière le collège de la salle de Douala, à partir de 17h30 pour commémorer le premier anniversaire de son départ. Nous accompagnons toute cette famille et toutes nos amitiés. Beaucoup de courage au professeur Mesanga Nyamding. On reviendra sur ce plateau pour la suite de cette affaire des quotas, parce que les dossiers ne manquent pas relativement à l'accès aux fonctions et aux grandes écoles au Cameroun. Merci d'avoir été là. Rendez-vous demain pour un autre programme.